Donc, bonjour à tous, je m'appelle Erin Lecointe, donc je suis présidente de la DPH si vous ne me connaissez pas. Donc la DPH, c'est l'association des étudiants de droit philosophie. Donc on est très content d'organiser cette conférence, ça fait longtemps qu'on bosse dessus et on est super fiers de vous la présenter. On espère que vous allez autant l'apprécier que nous. Je vais laisser Aurélie plus en parler parce elle a vraiment beaucoup travaillé dessus, elle a tout organisé, donc merci à elle. Et voilà, je te laisse en dire plus. Bonjour, du coup je m'appelle Aurélie et je suis la responsable événementielle de l'ADPH. Donc par rapport à l'organisation de la conférence, elle va être vraiment divisée en deux temps. Donc dans un premier temps, c'est Jan Warkolinski qui va faire son exposé et il y aura un moment avec des retours sur la conférence. Et dans un deuxième temps, il y aura un temps de débat. Du coup, vous serez par petits groupes et vous réfléchirez à des mesures concrètes de prévention de ces violences sexistes et sexuelles. Donc, je remercie déjà Jan Warkolinski d'être venu et de nous présenter la conférence et je lui laisse la parole. Merci. Donc, merci Erin, pardon, et Aurélie. Donc il y aura la conférence gesticulée, le question-réponse et ensuite un atelier. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, d'abord, donc, merci, mais un vrai merci parce que à Erin et Aurélie, parce que vous avez rendu les choses simples. Voilà. Les choses sont organisées. Moi, j'ai pas stressé, j'ai pas angoissé à aucun moment. Voilà. Donc un grand merci et aussi merci à vous en tant qu'association de philosophie et de droit. Parce qu'en fait, je suis venu ici, notamment, je vais critiquer la loi. Voilà. Autrement dit, je vais blasphémer. Mais, comment dire, le but, c'est pas d'accuser, c'est pas de pointer du doigt. Le but, c'est de poser une réflexion. Parce que la loi, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit en haut du mont Sinaï, sur des tablettes, par des éclairs. La loi, c'est le reflet de la société. Et donc le but, ça commence par vous, par une réflexion. Et donc la réflexion sur le viol, ça va être une réflexion sur... Ah, je ne me suis pas entraîné. Voilà. Sur la pénétration sexuelle contrainte. Donc bien sûr, il y aura une réflexion sur la contrainte, mais aussi sur la pénétration sexuelle. Voilà. Et parce que la pénétration sexuelle, apparemment, il n'y a personne qui est vraiment au courant de ce que ça veut vraiment dire. C'est où ? Ah oui, c'est là. Déjà, parce que la pénétration sexuelle, elle est au cœur d'une constellation de différents phénomènes qu'on pense comprendre, mais qui réservent certains mystères. Par exemple, déjà, le sexe. Le sexe, ça paraît évident. Ça va sans dire. Mais si c'était si évident que ça, est-ce qu'on pourrait donner facilement une définition ? Donc, est-ce que quelqu'un ici dans cette salle pourrait proposer une définition ? Enfin, je vous laisse commencer à y réfléchir. Alors, j'ai déjà eu des définitions comme des frottements entre des muqueuses. On sent qu'il manque un truc. Et il y en a aussi qui disent des tubes qui entrent dans des tubes. C'est des philosophes reconnus qui ont dit ça. Le problème, c'est que ça marche aussi pour les Legos. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Et la crème et la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire de donner une définition qui comprenne aussi ce genre de truc. Voilà. Il y en a qui vont dire non, mais ça, c'est la perversité. C'est anormal. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est généralisé. Ça fait partie des fantasmes que chacun et chacune a en soi. Voilà. Et donc, c'est ça la question, c'est comment se fait-il qu'une activité qui génère du plaisir, de la tendresse, de l'affection, fabrique aussi ce genre de phénomènes psychiques, des choses un petit peu qu'on peut considérer comme bizarres. Donc ça, c'est pour le sexe. Un autre élément, ce sont les règles sexuelles. Parce que les relations sexuelles, ça ne se fait pas n'importe quand, ni n'importe où, ni avec n'importe qui. Et c'est quand même pratique parce que sinon, vous ne seriez pas ici que en train de m'écouter. Voilà. Puis je vous laisse imaginer les files d'attente à la poste ou aux impôts. Ce ne serait pas pareil. Et d'après vous, d'où proviennent ces règles sexuelles, voilà, qui nous obligent à... D'après vous, d'où ça peut venir ? Alors, la loi... Mince,
Donc la loi. Il y avait une main levée là. Alors donc c'est les mœurs en eux-mêmes. Voilà. Les mœurs, c'est-à-dire toutes les codifications de comportement. Bon, on va s'arrêter là. Alors il y en a qui disent que c'est la religion, c'est l'Église. À un moment donné, il y a des religieux qui se sont dit ça commence à être trop, ça va pas du tout, on va mettre des règles. Voilà. Il y en a qui pensent des choses comme ça. Donc il y a les règles sexuelles et il y a aussi le sexisme. La définition du sexisme, c'est l'illusion, mais une croyance forte dans la tête de certains hommes que les femmes sont inférieures. Dans la tête de certains hommes, les femmes sont inférieures. Voilà, ce n'est pas vraiment des humains. Donc d'après vous, d'où ça sort, le sexisme? Quelle est l'origine du sexisme? Voilà, patriarcat. Alors, oui, c'est vrai. Mais, et ça pose patriarcat. Et ça pose la question, mais c'est qui est le chef du patriarcat, quoi? Oui. Voilà, la société. Mais voilà, c'est qui dans la société? Qui est-ce à un moment donné qui dit les femmes sont inférieures? Enfin bref, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait parler là? Non, plus maintenant. Enfin bon, je ne veux pas être... Et en fait, au cœur de tout ça, de tout cet ensemble de phénomènes, ça parle du corps. Et qu'est-ce que ça veut dire entrer dans un corps? Bon, c'est pour ça que j'ai dessiné une porte. Ça, c'est mon niveau de dessin. Je suis au maximum. Voilà. Et la clé, parce qu'au départ, je ne pensais pas à ça, mais la clé pour comprendre ces phénomènes, ce sont les violences sexuelles. Voilà. Voilà, je m'appelle Jan Warkolinski, j'enseigne la philosophie, j'ai fait des recherches en philosophie sur le viol. J'avoue qu'au départ, c'était pour... Je pense que ça, j'ai jamais su vraiment expliquer pourquoi j'étais sensible par rapport à ce sujet et pourquoi j'ai fait des recherches sur le viol. Et puis je vous laisse imaginer quand je me retrouvais dans les bureaux des professeurs de philo qui me demandaient quel est votre sujet pour le master. Et moi je disais le viol. Et donc je me suis fait... ils m'ont dit ce n'est pas un sujet philosophique. Et donc au départ, je pense que c'était pour être un bon garçon, un peu l'idéaliste protecteur des faibles femmes, enfin quelque chose comme ça. Mais si ça n'avait été que ça n'aurait pas duré longtemps. C'est juste que je suis tombé, et j'insiste sur le thème, je suis tombé sur un truc à penser. Voilà. Quelque chose de secret et que je voudrais partager avec vous. Parce que le viol, il y a quelque chose à penser. C'est pour ça que c'est un sujet philosophique. C'est Aristote qui disait que la philosophie commence avec l'étonnement. Et l'étonnement, il y a une formule. Voilà. Pour ceux et celles qui font de la philosophie, la formule de l'étonnement, c'est la problématique, où en fait on oppose une loi, une évidence, à un fait qui va contredire cette évidence. Et c'est là qu'on va commencer à penser, parce qu'on pense avec des lois, et quand on se retrouve devant un fait qui ne correspond pas à la loi, on ne peut pas s'empêcher de penser. Et avec le viol, il y a quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que l'évidence du viol, c'est la gravité du viol. Et qu'en fait, il se trouve que la gravité du viol a tendance très régulièrement à s'évaporer, à disparaître. Mais ça ne concerne pas le commun des mortels. Pour la plupart d'entre nous, la gravité du viol, elle est évidente et elle ne pose pas de questions. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. En fait, ça ne concerne que les victimes, quand elles essayent de témoigner. Voilà. Qui dans la salle connaît une victime de viol ou a lu un témoignage voilà. Et quand les victimes ont essayé de témoigner, est-ce qu'elles ont toujours été soutenues, crues, accompagnées? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réactions un petit peu qui ne correspondent pas à ça, un petit peu plus négatives? Allez-y, je vous écoute. Ouais.
Voilà, donc ça va être on va dire que c'est pas vrai. Donc ça correspond au déni. Bon, le déni, ça arrive souvent aussi en famille ou dans des institutions où le fait de se mettre à croire que telle personne qui est sympa, qui a du pouvoir, qui est marrant, est aussi un agresseur sexuel, ça casse tout. Donc c'est beaucoup plus facile de se dire bah non, c'est pas vrai. Voilà. Donc le déni. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui. Ah oui, donc on est dans... Alors est-ce que je suis dans le bon? Ouais. Elle a provoqué. Une fois, on faisait un débat comme ça dans un lieu alternatif, et il y a un monsieur qui passait, et il a dit oui, ouais, mais c'est à cause des filles parce qu'elles portent des jupes. Voilà. Donc c'est un peu, donc c'est la culpabilisation, c'est un peu de leur faute. Vous savez, des petites questions assassines du genre, ça j'ai déjà entendu dans un café ou des trucs comme ça où la personne en parle, et les petites questions qui tuent, c'est mais oui, mais hein, ouais, tu portais quoi? T'étais dehors toute seule. T'étais habillée comment? Et à quelle heure? Voilà. Donc si est 11h30 du soir, tu étais toute seule, tu étais en jupe, enfin, je veux dire, la France, c'est une des plus grandes démocraties du monde. Il n'y a aucune loi qui interdit de sortir à 11h30 du soir tout seul ou toute seule en jupe. Mais ça va être les questions qui vont faire disparaître la gravité. Parce que si c'est un peu de la faute de la victime, bah, ça ne peut pas être si grave que ça. Voilà, il n'y a même plus vraiment de faute, puisqu'elle est partagée. Et ensuite, le dernier, ça va être... Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Oui. Voilà. On va dire, oui, c'était plus des jeux d'enfants, où il était un peu relou. Voilà. Où on va dire que... ouais, ou alors le truc, la phrase clé, c'est oui, mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas mort d'homme, c'est que ce n'est pas vraiment grave. Donc tout ça, c'est un seul et même phénomène que j'ai appelé la désaggravation. La désaggravation du viol, en fait, c'est le contraire de l'aggravation. L'aggravation, c'est quand il y a déjà de la gravité, et il y en a encore plus. Et la désaggravation, c'est quand on sait que c'est grave, la gravité du viol, elle est évidente, mais elle disparaît et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi le triangle des Bermudes de la gravité. Et c'est spécifique au viol, et ça arrive extrêmement régulièrement. Je n'ai pas pensé à l'ouvrir. Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas prendre le rouge. Alors, en France, il y a 15 000 plaintes pour viol par an. Et en fait, quand on fait des enquêtes anonymes, par téléphone, et qu'on parle de relations sexuelles, de consentement, est-ce que les personnes ont porté plainte? On estime qu'il n'y a que 10% des victimes qui portent plainte. Et donc ça fait... Voilà, ça c'est le nombre estimé réel des victimes de viol par an. Et ce différentiel entre les plaintes et le fait qu'il n'y ait que 10% des victimes qui portent plainte, ça donne une petite idée de ce phénomène-là. Voilà. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que la désaggravation concerne spécifiquement le viol et arrive souvent? Et en fait, la réponse, elle est assez simple, mais scandaleuse. Parce qu'en fait, si la gravité du viol disparaît, c'est parce qu'elle n'a pas encore été explicitée. La gravité du viol n'a pas encore été explicitée. Et donc ce serait assez simple parce que ça expliquerait à la fois pourquoi les victimes ressentent profondément la gravité dans leur chair et dans leur psychisme, mais qu'il y a des victimes qui passent leur vie à essayer d'expliquer et que leur entourage ne comprend pas. Elles n'arrivent pas à les convaincre que oui, il y a de la gravité. Parce que ça n'a pas encore été capturé par des mots. Ça n'a pas encore été verbalisé. Mais c'est scandaleux. Parce que aller dire ça aux scientifiques. Alors c'est scandaleux aussi par rapport aux victimes. Voilà. C'est que pour les victimes, elles passent leur existence à essayer de prouver que c'est grave. Et je ne dis pas que c'est pas grave, je dis simplement qu'elle n'a pas été explicitée. Donc ça, je tiens à le dire.
Mais aller dire ça aux scientifiques, alors ça, j'ai représenté ça pour dire que c'est la science. Parce que le problème normalement, la posture de la science, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Voilà. Mais des fois, la science, c'est aussi un endroit où on sait. Et le savoir, il a un beau costume, avec des laboratoires, une chaire, avec des diplômes, avec des références, des chiffres, avec un jargon. Et voilà. Et moi, vous m'imaginez venir, voilà, j'ai souvent un polo, des baskets, et je vais aller leur dire, voilà, j'ai pas le jargon, j'ai pas de labo, je fais des conférences gesticulées. Et vous imaginez que je vais leur dire, oui, peut-être que la gravité du viol, elle n'a pas encore été explicitée. Parce qu'en fait, je l'ai fait. Pendant, je ne sais pas, plusieurs mois, peut-être, mais je le faisais régulièrement. Quand je me retrouvais devant un médecin, un avocat, un psychologue, un psychiatre, des militantes dans des associations, je leur posais simplement la question, pour vous, quelle est la gravité du viol ? Et oui, ça peut être important, parce que si la gravité n'est pas explicitée, si on l'explicite, ça pourrait aider les victimes, pour l'entourage, par rapport aux institutions, d'accélérer les réformes, d'accélérer l'information. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Non, la gravité du viol a été explicitée depuis très longtemps, de manière complète, de manière étayée, avec des chiffres, des documents référencés. Allez vous renseigner. Oui, mais vous les avez lus, les bouquins, donc vous pourriez me dire quelle est la gravité du viol, si vous la connaissez. Et c'est là que j'ai vu peu à peu que c'était plus compliqué que ça. Parce que oui, il y a des réponses, mais il y en a beaucoup. Et ça fait que tout ça, c'est un peu flou. Parce qu'il y en a qui vont parler d'atteinte à l'intégrité, de chosification. Il y en a qui vont parler de mort, de pulsion de mort, de néant de la mort. Ou il y en a qui vont dire simplement que c'est grave parce que le psychisme ne peut pas comprendre. Voilà, pour le psychisme, c'est incompréhensible, donc c'est grave. Et toutes ces réponses, imaginez juste qu'on ait ça pour le cancer. On dise, ben oui, c'est ceci, mais ça peut être cela, mais ça peut être cela. Et donc tout ça, ça fait que c'est flou. Voilà. Ben, c'est un peu flou quand même. C'est vous qui êtes flou avec votre philosophie. Là, allez faire votre métaphysique avec Platon et Aristote, allez faire Muse. Il y a des ouvrages très précis, actuels, modernes, qui décrivent précisément ce qu'est le SSPT. SSPT. Le SSPT, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Voilà. Donc vous me permettrez de dire le syndrome traumatique, parce que j'aime pas dire le sigle, et sinon c'est trop long. Donc le syndrome traumatique, et c'est vrai qu'il y a de la gravité dans le syndrome traumatique. Il y a... dans le syndrome traumatique, c'est la perte d'estime de soi. On m'entend toujours là ? La perte d'estime de soi, l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quand vous allez dans la rue, tout peut se transformer en danger, n'importe quel bruit qui est facilement toléré, ça vous remet dans le traumatisme parce que tel bruit va vous rappeler l'agression sexuelle. Des flashbacks et des cauchemars traumatiques. Et alors le cauchemar traumatique, c'est pas genre on se réveille en sueur dans son lit et puis on boit un verre. Non, le cauchemar traumatique, imaginez que la scène de l'agression sexuelle, la scène du viol, elle est là. Votre cauchemar traumatique, il vous prend de votre lit et il vous rejette, il vous remet sur la scène de l'agression. Ah oui, il ne faut pas que j'aille là. Avec l'agresseur ou les agresseurs. Et donc évidemment que c'est hyper grave parce que ça ne passe pas, ça ne s'éloigne pas. La victime revit sans cesse, donc ça ne peut pas passer. Et voilà. Et comment dire, malgré... Voilà, j'ai énormément de respect pour ce travail parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, mais voilà, avec tout le respect que je peux dire, il manque quelque chose. Parce que tout ça, ce sont des symptômes. Il manque la cause. Qu'est-ce qui génère ces symptômes ? Ben oui, tout ça, ce sont des symptômes. Ben écoutez, ça suffit. Hein. Si vous voulez prouver, si vous voulez dire que la gravité du viol n'a pas été explicitée, prouvez-le. Est-ce que vous avez des documents référencés ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Est-ce que vous avez une épistémée ? Quel est votre corpus ? J'ai pas d'épistémée. J'ai pas de corpus. Et
Et ce n'est pas chiffré. Voilà. Mais j'ai un raisonnement qui peut montrer ça. C'est ce truc-là. Alors, c'est un raisonnement entre la contrainte et la gravité. Voilà. Et qui est la clé. Voilà, ça, j'ai représenté une clé avec gravité et contrainte. Voilà. Donc là, il y a l'acte anodin qui est plat, il y a l'acte grave qui a une épaisseur. Voilà. Pour l'instant, on va juste dire que l'épaisseur, c'est parce qu'il y a des conséquences. Et dans les deux cas, il y a de la contrainte. Alors ce truc-là, ça m'est tombé dessus quand j'étais au Québec. Je ne sais pas si vous connaissez Retour vers le futur. Quand le doc, là, l'inventeur fou, il se cogne dans sa salle de bain, et c'est là qu'il a l'image du vecteur temporel, voilà, du convecteur temporel. Et moi, il m'est arrivé à peu près la même chose. C'est-à-dire, je ne suis pas tombé et je n'ai pas vu une image, j'ai entendu un mot. Et ça se passait en décembre 2004, donc il neigeait. C'était sur le campus de l'Université Laval à Québec. Et j'avais cette obsession. Voilà. Je savais que, pour moi, la contrainte, ce n'était pas suffisant. Et j'arrêtais pas d'y penser. Et vous imaginez... Oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au Québec, la neige, elle n'est pas comme en France. Enfin, il y a beaucoup plus de différences de neige au Québec qu'en France. En France, la neige, elle est calme, elle est plutôt romantique, alors qu'au Québec, il y a une sorte de forme de neige, c'est plutôt comme du polystyrène. C'est une neige qui est toute fine et qui ne colle pas. Et en plus, et quand il y a du vent, c'est comme si vous étiez dans une boule à neige perpétuelle. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance, c'est-à-dire que je marchais sur le campus et je pense que je me suis perdu parce que j'étais tout le temps en train de penser à ça. C'est quoi le problème avec la contrainte ? C'est quoi le problème avec la contrainte ? Et d'un coup, j'ai entendu le mot « les choses ». Et c'est là que tout s'est mis en place. Parce que les seuls actes qui sont définis uniquement par la contrainte, ce sont les actes qui définissent les choses, donc les actes anodins. Pour les êtres humains, il y a quelque chose en plus qui est la gravité. Bon, c'est devenu un tout petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même simple, puisqu'il peut y avoir des actes contre les humains qui sont anodins. Voilà. Donc par exemple, un acte anodin, imaginez que vous aviez 20 €, vous ne les avez plus, et bien soit vous les avez donnés, c'est un don, donc c'est consenti, puis vous êtes content et contente, ou alors c'est un vol, voilà, parce que c'est contraint. Mais le résultat est le même, vous n'avez plus les 20 €, et la seule différence entre les deux, c'est la contrainte, rien d'autre. Et remarquez que la contrainte ne va pas créer de gravité. Tout à coup, ce n'est pas parce que c'est contraint que ça devient grave. Alors on ne va pas dire oui, on t'a volé 20 €, c'est pas grave, on ne va pas dire ça, mais quand même, c'est pas grave. Voilà. Et pour un acte qui contient de la gravité, par exemple, le meurtre. Qu'est-ce qui fait la gravité du meurtre ? Ce n'est pas parce que la victime n'est pas consentante. C'est parce qu'elle est morte. Voilà. Et que cette gravité, elle perdure même quand c'est consenti. C'est-à-dire pour un suicide, le suicide est consenti, il est volontaire, c'est grave quand même. On ne va pas se dire, la personne était consentante, c'est pas grave. Et c'est même pour ça que les polémiques autour de l'euthanasie, c'est tendu parce que c'est une zone, voilà, c'est là aussi, c'est parce que c'est une zone où il y a à la fois du consentement et de la gravité. Voilà. Et ça nous pose un souci. Et ça montre que la gravité est autonome. Voilà. C'est le mot-clé, c'est l'autonomie de la gravité. C'est-à-dire que ce soit contraint ou consenti, il y a de la gravité quand même. Et pour comprendre pourquoi la gravité est autonome, excusez-moi, il faut dire ce que c'est que la gravité. Alors par rapport à ça, j'ai deux remarques. Une fois, à la fin d'une conférence, il y a un gars qui est venu et il m'a dit « J'ai rien compris parce que je n'ai pas compris quel est le rapport avec la force gravitationnelle. » Donc non, quand je parle de gravité, il ne s'agit pas de la pesanteur. Voilà. Bon, ça c'est un truc un peu plus rare. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus courant, c'est l'aspect moral. Parce que quand on utilise le mot gravité, c'est toujours à un niveau moral. On dit ce que tu as fait, c'est grave. Dire grave, mais tellement grave, c'est tellement pas bien, c'est un niveau de pas bien assez élevé. Voilà. On a atteint une limite, c'est hors limite. Voilà. Mais pour vraiment comprendre... Alors oui, il y a des conséquences morales, c'est vrai, mais pour comprendre la gravité, il faut comprendre les êtres organisés, voilà. Les êtres vivants. Si on casse une table, elle ne va pas se réparer toute seule. Mais si vous vous blessez, ça va cicatriser tout seul. Voilà.
et vous n'avez même pas à y penser, ça va cicatriser, ça va s'arrêter de saigner, et puis à un moment donné, vous ne verrez même plus la blessure. Et vous n'aurez rien fait. C'est parce que votre corps, il est muni d'une organisation qui vous auto-répare. Mais on va dire, il y a des blessures qui ne s'auto-réparent pas. Et bien justement, ce sont les blessures graves qui comportent de la gravité parce qu'elles ont porté atteinte à un organe, une partie de l'organisation. Voilà. Donc la gravité, c'est ce qui porte atteinte à un organe vital. Et j'ai mis vital entre parenthèses parce qu'il y a des organes, on peut nous en enlever un, on peut nous en enlever certains et on ne meurt pas pour autant. Alors le cœur, les poumons, oui, bien sûr. Même un poumon, je ne sais pas si on survivrait. Mais un rein, ça arrive souvent de faire un don du rein. Et on ne meurt pas pour autant. Mais c'est un organe quand même, qui fait partie de l'organisation. Et que quand on donne un rein, c'est quand même grave parce que le corps il doit renouveler son organisation. Et d'ailleurs, les personnes qui donnent un rein, elles sont suivies à vie, médicalement. Donc ça veut dire que ce n'est pas un acte anodin. Ou pareil, si on vous enlève un bras, c'est grave parce que là, ça doit se réorganiser. Il faut que les veines elles correspondent aux artères. Bon, par contre, si vous êtes un lézard, c'est pas grave parce que ça repousse. Voilà, c'est embêtant, mais ça repousse. Pas nous. Voilà. Et donc, ça montre bien que la gravité est autonome parce que si on vous enlève un rein, que ce soit contraint ou consenti, le résultat est le même. Voilà. Le résultat sur votre organisation vitale, elle est la même. Et c'est précisément ce qui manque pour le syndrome traumatique. Quel organe a été atteint ? Voilà. Et ça a aussi des conséquences pour la loi. Donc là, c'est la loi. Donc là, c'est la définition schématique. La loi, elle est plus compliquée parce que c'est la loi et c'est bien que ce soit comme ça. Ça permet de ne pas laisser passer certains cas, certaines situations. Donc c'est tout acte de pénétration sexuelle, donc là on est bon, de quelque nature qu'il soit, donc ça peut être aussi une fellation, ce n'est pas que au niveau des organes génitaux, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, c'est-à-dire qu'on peut forcer quelqu'un à faire, mais aussi à ce qu'il nous fasse, voilà, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc violence, contrainte, menace ou surprise, ce sont des déclinaisons de la contrainte, mais ça va à chaque fois à l'encontre du consentement. Le plus intéressant, c'est la surprise, parce que là, ça permet, c'est le cas où la victime n'a pas manifesté de résistance, enfin aucune, est un viol. Et malgré la complexité de la loi, vous aurez beau chercher la gravité, il n'y en a pas. Ouais. Parce que la loi ne parle pas de l'organe vital dont il est question. Et c'est normal, parce que ça correspond à notre vision des choses. Oula. En fait, dans la loi, il y a de la gravité, mais elle est subordonnée à la contrainte. Et quand ce n'est pas contraint, quand c'est consenti, eh ben, ça a l'air anodin. Et ça correspond à notre vécu. C'est-à-dire que des relations sexuelles, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est du plaisir, c'est la liberté, c'est la légèreté. Mais par contre, évidemment, quand c'est contraint, il y a de la gravité. Alors je pense que là aussi je l'ai. Ouais. Donc là, la gravité du viol, elle est à gauche, et un acte grave. Mais ça s'inverse en fait, parce que là, dans le cas de l'acte grave, la gravité est autonome, alors qu'au niveau de notre perception de la gravité du viol, la gravité, elle est subordonnée à la contrainte. Et ça change tout. Parce qu'on se dit, bah oui, mais il y a de la gravité quand même. Mais le problème, c'est que la gravité, elle est subordonnée à la contrainte. L'évidence de la gravité dépend de l'évidence de la contrainte. Donc, qu'est-ce qui va se passer inévitablement dans les procès, quand on va questionner la contrainte? Parce que la contrainte, on la questionne. Mais pourquoi à ce moment-là n'avez-vous pas fait ceci? Pourquoi avez-vous dit cela? Mais à ce moment-là, on vous a vu avec cette personne. Pourquoi? Expliquez-nous. Et donc là, il va y avoir un flou sur la contrainte, inévitablement. Et c'est extrêmement agressif pour les plaignants, les plaignantes. Et bien avec ce flou sur la contrainte, finit la gravité. Et donc là, au niveau de la perception, on est là. On est dans quelque chose qui ne dépend que de la contrainte. Et c'est ce qui se passe dans la désaggravation. À chaque fois, ce sont des discussions au niveau de la contrainte, et ça fait disparaître la gravité. Et qu'est-ce qui va se passer précisément à ce moment-là dans l'esprit des jurés, des avocats, des juges, qui sont des professionnels, qui ont de l'expérience? Est-ce qu'ils vont se dire, parce qu'ils savent que le viol c'est grave, ils la connaissent la gravité du viol, mais ils voient que là, dans ce cas particulier, ça ne correspond pas. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'ils savent que le viol c'est grave, mais dans ce cas-là, il y a un flou, et ça ne correspond pas. Donc qu'est-ce qui va être mis en cause
dans ce cas-là? Est-ce qu'ils vont se dire, bon, donc ça implique une sorte de problématique inhérente à la gravité du viol? Non. La personne qui va être remise en cause, c'est l'individu. C'est le plaignant, la plaignante. Ou ça, son histoire, c'est pas clair. Et ça se traduit en chiffres. Sur les 15 000 plaintes, il y en a 1500 qui vont aux assises, là où on juge un crime. Et je suis allé faire un tour au palais de justice quand j'étais à Paris. Et en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une plainte qui va en assise, parce qu'il y a eu séquestration ou port d'armes. C'est-à-dire que là, ça fonctionne. Là, la contrainte, elle est évidente, donc ça marche. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, parce qu'il va falloir, pour que ça passe aux assises, que ce soit jugé comme un crime, il va falloir que la preuve d'avance, on ait suffisamment d'éléments pour savoir que ça peut être prouvable. Mais il y a tout un tas d'autres cas. Il y a 90%, donc il y a 2 tiers, c'est classé sans suite. Ça, c'est une projection, c'est une enquête qui a été faite à Bobigny sur le devenir de la plainte et par rapport à d'autres associations, donc ils ont des pourcentages. On peut se tromper, mais il y a aussi, en fait, et ce qui reste, ça part en correctionnel. Voilà. Parce qu'il y a des éléments de preuve, mais on ne peut pas être sûr de vraiment prouver la contrainte. Et donc, ça part en correctionnel. Le problème, c'est que la correctionnelle, c'est là où on juge les délits. Et donc, des actes moins graves. Et donc là, on est dans une désaggravation qui est institutionnalisée. Mais encore une fois, ce n'est pas pour dire « Ah, la méchante justice et tout ». Non, c'est qu'on est dans cette perception-là. Et la loi fonctionne par rapport à cette perception. Donc voilà, ce qu'il faut... là, c'est ça. Donc il va falloir montrer... Ah non. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, c'est là. Donc voilà, si on veut synthétiser, il y a l'autonomie de la gravité qui montre que pour les actes qui contiennent de la gravité, il faut 2 éléments. La gravité et la contrainte. Et dans la loi ne définit que la contrainte. Et donc il va falloir expliciter la gravité du viol. Donc il va falloir faire 2 choses. Il va falloir savoir quel est l'organe vital dont il est question. Et il va falloir aussi penser l'autonomie. Savoir qu'est-ce qui nous empêche de penser cette gravité du viol. Qu'est-ce qui nous empêche de trouver cet organe. Donc voilà, je ne vais pas vous faire de suspense trop longtemps. Ah oui, c'est juste la question d'abord, c'est où est-ce qu'on cherche cet organe. Et donc on a tendance à le chercher au niveau biologique. Mais le problème, c'est que, et ça c'est vrai pour le syndrome traumatique des victimes de viol, mais aussi de torture ou de guerre, dans le cerveau, vous ne trouverez pas de lésions. Et donc, la gravité, on va la chercher au niveau génital. Et c'est vrai que des fois, il y a des victimes qui ont des lésions au niveau génital, il y a des MST, il y a des victimes qui tombent enceintes, mais pas tout le monde, pas toutes. Et donc, ça voudrait dire que si la gravité, elle est physique, pour les personnes pour qui il n'est rien arrivé, où il n'y a pas de lésion physique, ça voudrait dire que ce n'est pas grave. Et donc, ce n'est pas au niveau physique qu'il faut la chercher. Et ça fait qu'il reste le psychisme. Voilà. Mais le psychisme, le problème, c'est qu'il est immatériel. Donc, comment est-ce que vous voulez trouver un organe au niveau psychique? Et qu'en fait, il se trouve au lien entre les deux. Donc, pour les personnes qui sont en philosophie, en fait, ça pose la question du dualisme. L'organe vital dont il est question, l'organe, il est ce qui relie le psychisme et le corps. Et comment dire? Et c'est Descartes qui a posé la question de cette manière-là, c'est comment ça se fait qu'une idée, quelque chose d'immatériel, se transforme en quelque chose de matériel. Comment ça se fait que mon idée de prendre cette boule se transforme en quelque chose de concret? C'était la question qu'on se posait. Aujourd'hui, on a abandonné la question, on cherche au niveau des neurones et des synapses. Voilà. Mais le viol renvoie à cette question de la dualité entre le corps et l'esprit. Parce que la question, c'est pourquoi est-ce que le fait d'entrer dans un corps met le chaos au niveau psychique? Et donc, l'organe dont il est question, ce serait la frontière corporelle. Alors, il faut l'imaginer comme ça, c'est pas... parce que là, c'est à terre, mais en fait, elle est un peu partout. Voilà. Et voilà. Ça, c'est aussi moi qui l'ai dessiné. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui,
cette frontière corporelle, on en a l'intuition. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vient vous parler trop près, vous savez, genre, il vient vous parler là. Voilà. Il ne vous touche pas. Et souvent, c'est une personne qui est gentille, qui est pacifique, parce qu'elle n'a pas besoin d'être loin. Mais elle est dans votre zone corporelle. Et donc, vous faites ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Elle fait ça. Voilà. Et jusqu'au mur. Alors, moi, une fois, ce que j'ai fait, c'est que c'est moi qui me suis rapproché, et là, elle s'est sentie agressée, la personne. Voilà. Ou quelqu'un qui va vous prendre le bras pour avoir raison, voilà, pour qui vous écoute. Et moi, quand ça m'arrive, c'est mais lâche mon bras. Enfin voilà, je ne l'écoute plus. Et c'est rien, il n'y a pas. Mais elle est dans ma zone corporelle. Et même si la frontière corporelle, on n'en a pas encore officiellement parlé, eh ben, vous l'exprimez depuis toujours avec vos vêtements, avec les maquillages, avec la coiffure, avec les tatouages. Enfin, je ne sais pas si ici il y en a qui ont des tatouages. Les tatouages, c'est un truc, ça ne sert à rien les tatouages. Mais ça sert à montrer que mon corps, ce n'est pas qu'une masse biologique, c'est aussi un lieu qui a de la valeur. Donc cette frontière corporelle, on la sent, on en a l'intuition, mais le but, ça va être de montrer qu'elle est réelle. Et réelle non pas comme une table contre laquelle on se cogne, mais réelle comme l'oxygène. L'oxygène, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne le sent pas, on ne le goûte pas, mais pourtant, s'il n'y en a plus, on en meurt. Et en fait, la frontière corporelle, elle provient d'un besoin vital. Et ça, c'est le besoin vital, vous verrez pourquoi. Mais un besoin vital qui n'est pas biologique. Parce que le besoin biologique, on les connaît, c'est manger, boire, dormir, respirer. Il existe un besoin qui est vital, sans lequel on meurt, enfin, sans lequel on ne peut plus fonctionner et qui n'est pas biologique. Est-ce que vous savez ce que ça peut être ? Alors, pour savoir ce que c'est, il suffit simplement de vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez faire ? Oui. Alors, je vais mettre amis, famille. Voilà. Ah oui. Oui. Interaction, donc c'est toujours là. Vous n'avez pas d'autres exemples de personnes qui aiment faire d'autres choses que simplement avoir des amis et qu'est-ce qu'on cherche à faire dans la vie ? Il y en a, c'est leur but de la vie et tout ça, en dehors de boire, manger, dormir. Oui. Alors, je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, ouais, famille, fonder une famille, voilà. Fonder un foyer. Alors, il y en a qui veulent faire carrière. Il y en a qui veulent faire de l'argent. Il y en a même, par exemple, leur plaisir, c'est de faire croire aux autres des mensonges, des mythomanes. Ça leur fait plaisir parce qu'ils voient que l'autre, il tombe dans le panneau, donc ils ont l'impression d'être supérieurs. Il y en a des fois, ils mentent. La musique, l'art. Quoi d'autre ? Le jeu. Je vais vous raconter toute ma vie. Je vais prendre mon café le matin au tabac, et c'est fou ce qu'il y en a qui jouent. Voilà. Ils dépensent tout leur argent là-dedans. Et en fait, tout ça, on ne fait qu'une seule et même chose, c'est de fabriquer de la valeur. Voilà. Et ça, fabriquer de la valeur, avoir de la valeur, c'est un besoin, c'est le besoin psychique vital. Et tous, sur la Terre, tout ce qu'on fait, ce n'est que ça. Quand on veut s'habiller bien, on passe un bon moment en soirée, on fabrique de la valeur. Et ça, c'est même la source de tout désir, c'est de fabriquer de la valeur. Voilà. Et c'est même la source de la souffrance, c'est quand on n'a plus de valeur. Alors ça, c'est... j'ai pu bien organiser ma pensée par rapport à ça, c'est avec Alfred Adler. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle Alfred Adler. Voilà. Et ben c'est, pour moi, il est équivalent à Freud. Mais lui, le centre, et en France, on ne le connaît pas trop, on connaît Jung, on connaît Freud, mais pas Adler. Et Adler, lui, le centre de sa théorie, ce n'était pas la libido ou la sexualité, c'était le fait qu'on ait de la valeur. Et pour lui, toute névrose provenait d'une infériorisation, d'une humiliation. Voilà. Et qu'en fait, les humiliations, les infériorisations, ça génère un destin, ça génère des
des scènes répétitives. Voilà. Et la valeur, c'est vital parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive plus à fabriquer de valeur? Comment ça s'appelle? Quand les personnes n'arrivent plus même à sortir de leur lit, même faire un café ou prendre une douche, elles n'y arrivent plus. Dépression ou burn-out. Et la dépression, souvent de l'extérieur, on a du mal à comprendre parce qu'on dit « Attends, tu es en bonne santé, tu es jeune, tu peux aller faire du sport », mais ce n'est pas son corps qui est en panne, c'est son psychisme, parce qu'il n'a plus le carburant de fabriquer de la valeur. C'est un exemple, par exemple, une amie au lycée, je sais qu'elle se projetait toujours en maman. Elle, sa vie, c'était de devenir maman. Et elle a eu un premier accouchement, le bébé est mort à quelques jours, le suivant, il était très malade, et ben elle a fait une dépression, voilà, parce que sa seule source de valeur, c'était d'être maman. Et elle avait échoué à être maman, donc ça l'a effondré. Et donc, quel est le rapport Ah oui, et ça, c'est... Donc, voilà, ça, c'est la valeur. Donc, c'est, voilà, j'ai une famille aimante, je suis avec des amis, on rigole, puis mes amis sont... Voilà, j'ai fait un... Voilà, je suis sur scène, je parle et on m'écoute. Voilà. Et même des fois, il y en a qui rigolent à mes blagues. Ouais. Merci. Et voilà, tout ça, c'est de la valeur. C'est un peu c'est comme ça que je le représente au niveau psychique. Et quel est le rapport entre les deux, entre ce besoin d'avoir de la valeur et la frontière corporelle? C'est qu'en fait, pour qu'il y ait organe, il faut qu'il y ait fonction. C'est la fonction qui fait l'organe. Et pour comprendre sa fonction, il faut comprendre que si nous, les êtres humains, on arrive à fabriquer de la valeur, on arrive aussi à en détruire. Voilà. Donc là, c'est schématiquement l'égalité. C'est le projet des sociétés démocratiques. Et on vit des moments d'égalité entre amis ou en famille quand ça se passe bien. Voilà. Mais voilà, il y a des situations où on nous rabaisse, où on nous dévalorise. Et je le mets en pointillé parce que c'est faux. Voilà. Moi, vous, nous avons de la valeur de toute façon. Et ça prend toute une existence pour le savoir. Moi-même, j'ai beau le savoir théoriquement, je ne le ressens pas. Voilà. J'ai toujours besoin de prouver, j'ai besoin de me rassurer. Et on est dans le monde, c'est comme ça. Il faut qu'on prouve notre valeur. Et la vérité, c'est qu'on a de la valeur de toute façon. Donc c'est pour ça que je le mets en pointillé, parce que c'est faux. Voilà. Quand on nous dévalorise, c'est faux. Et est-ce que vous avez des exemples de situations où on nous dévalorise? Voilà. Alors ça, pour le son, je n'avais pas pensé. Je vais essayer de le faire pas trop fort. Oui. Voilà. 2. Ouais. Une fois, je me souviens, j'étais en terminale et mon voisin de derrière, il avait eu 2. Et j'ai passé mon heure à me retourner et je lui faisais 2. Voilà. Et ben, j'ai bien... Voilà, clac. Alors, et pour le psychisme, ça fait... Voilà, c'est pas agréable du tout. Je le ferai pas à chaque fois parce que ça va bousiller l'enregistrement. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Des notes? Oui. Voilà, harcèlement. Alors ça, le harcèlement, il faudrait que je fasse tac, 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 tac plusieurs fois comme ça. Et c'est ça le problème avec le harcèlement, c'est que ça se consolide. Voilà. Quand on nous rabaisse une fois, on voit nos amis, nos parents, ils disent « mais non, c'est des cons, nanana ». Mais quand c'est encore et encore et encore et encore, ben à la fin, on y croit. Et c'est ce qui s'est passé avec Dina, qui s'est suicidée parce que, et puis ça se passe souvent pour le passage à l'acte, c'est qu'elle a connu un moment de répit. Donc son psychisme a baissé la garde, parce qu'elle ne les voyait plus, ces agresseuses, ces harceleuses. Et quand elle les a revenues à la cantine, tout s'est de nouveau déployé. Et donc il y a eu quelque chose d'insupportable, parce qu'elle était vraiment, pour elle, elle était là. Elle était le truc rouge en bas, donc qui n'a aucune valeur et qui n'a aucune raison de vivre. Voilà. Ça peut être la critique, ça peut être le mépris, voilà, toutes ces choses-là. Et donc la frontière corporelle, sa fonction, ça va être de nous faire savoir qu'en fait c'est faux. Ah oui, pardon, il faut quand même que je dise un truc sur la violence. Voilà. Ça s'appelle la violence. L'essence de la violence, c'est la dévalorisation. Et par rapport à ça, j'ai une remarque, c'est qu'il existe une émission à la télé ou à la radio qui va utiliser au moins une fois par jour le mot violence, et c'est impropre. C'est la météo. La météo, dès qu'il parle des cyclones, des tempêtes, des orages, il dit que ça va être violent. Voilà. Mais non, ce n'est pas de la violence. Un tsunami, un cyclone, oui, ça peut être destructeur, ça fait peur, voilà, c'est effrayant, mais ce n'est pas de la violence. Parce que ces phénomènes climatiques, au plus vous comprenez comment ils fonctionnent, au plus le danger baisse. Voilà. Vous pouvez l'anticiper. Et même actuellement, après le tsunami de 2004,
crois que c'était ça, ils ont mis des balises. Donc dorénavant, la population aura 2-3 heures au moment du déclenchement pour aller partir. Ils ont mis tout un système. La violence, c'est l'inverse. La violence, elle commence au moment où vous apprenez l'intention de l'agresseur. Parce que l'intention de l'agresseur, voilà. L'intention de l'agresseur, c'est de vous faire comprendre que vous êtes là. Le truc typique, ce qui est vraiment typique à la violence, c'est la menace. La menace, on dit oui, mais c'est des mots, ceux qui sont allés en procès là, parce qu'ils ont envoyé des mails et qui ont fait partie qui ont aboyé avec les chiens pour menacer, ils disent oui, mais c'est des mots. Mais le problème, c'est que c'est justement ça, l'essence de la violence, c'est de vous faire savoir que vous êtes là, et je vais vous faire comprendre que vous allez être là, et vous allez finir par le croire. Et donc la frontière corporelle, sa fonction, c'est de créer en nous un savoir foncier, de savoir qu'on a de la valeur de toute façon. Et ça s'appelle la dignité. Et c'est cette dignité qui, en nous, ça fait non. C'est parce qu'on a cette dignité, on a ce savoir. En fait, c'est un savoir qui vient s'opposer au savoir de la violence. Voilà. Et ça l'empêche. Et c'est grâce à ce savoir qu'on résiste. En nous, ça fait non. Vous n'avez pas le droit de me parler de la sorte. Mais est-ce que vous voyez comment est-ce que vous vous comportez avec moi? Et c'est là qu'en nous, de toute façon, c'est juste pas possible. Voilà. Et ça vient, entre autres, de la frontière psychique qu'est la frontière corporelle. Alors il y a d'autres sources, il y a d'autres frontières psychiques, il y a aussi notre entourage, mais ça y contribue. Et ça, c'est oui, juste pour une référence, ça c'est Albert Camus qui parle de cette essence commune aux êtres humains qui nous pousse à la révolte. Voilà. Et c'est même ça en fait qui a poussé, c'est à cause de l'homme révolté, voilà, son ouvrage c'est L'homme révolté, qui a poussé Sartre à dire qu'il n'était pas existentialiste. Parce que pour Sartre, l'homme n'avait aucune nature, aucune essence. Et Camus, lui, dit non, on a une essence. Et c'est l'essence qui fait qu'on sait qu'on a de la valeur de toute façon et qu'on se révolte. Voilà. Donc les Chinois n'ont qu'à bien se tenir. Donc c'est la frontière corporelle, ça c'est l'organe vital. Et c'est ça qui permet de comprendre pourquoi le fait d'entrer dans un corps de manière contrainte, ça comporte de la gravité. Et on comprend pourquoi c'est traumatique. Parce que si ça, c'est vital pour le psychisme ne peut pas faire comme si de rien n'était. Le psychisme, il ne peut pas se passer de ça. Et donc le psychisme, à chaque fois, et c'est ça que fait l'agresseur. L'agresseur, en pénétrant le corps d'une autre personne, il dit « tu n'as pas de frontière corporelle. Je peux entrer quand je veux chez toi. » C'est un peu comme si vous avez un chez vous, quelqu'un entre chez vous, il ne va rien casser, il ne va rien prendre, et ce qui est le cas souvent dans un viol, il n'y a pas de blessure, mais il reste autant de temps qu'il veut, et il repart quand il veut, et il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous aurez encore l'impression d'avoir un chez vous? Et c'est précisément ce que ressentent les victimes de viol, c'est qu'on leur a pris un truc, et ce truc, c'est la frontière corporelle. Et ça permet de comprendre, de proposer une autre définition du viol qui ne serait plus une pénétration sexuelle contrainte, mais une effraction de la frontière corporelle. Et là, on a les deux. La frontière corporelle, c'est l'organe vital, et l'effraction, c'est la contrainte. Voilà. Et c'est aussi cette frontière corporelle qui va nous faire passer de cette perception, à ça. Parce qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a une frontière corporelle, entrer, ça ne peut pas être juste tagada de soin. Voilà. Il y a une frontière, il y a un truc dont le psychisme a besoin. Et donc pour ça, il va falloir faire deux choses. Donc de penser, et c'est ça vraiment qui nous empêche de penser l'autonomie de la gravité. Ah oui, excusez-moi. Et donc ça veut dire que si la gravité de la pénétration est vraiment comme ça veut dire, s'il y a une autonomie de la gravité de la pénétration sexuelle, ça veut dire qu'il va falloir penser la gravité de la pénétration sexuelle tout court. Et ça, c'est ce qui nous empêche vraiment de penser la gravité aussi du viol, et qui fait qu'elle est subordonnée à la contrainte. Parce que la pénétration sexuelle consentie, le morceau qui nous empêche de penser, c'est ça, ce qui entoure en jaune. C'est la gravité consentie. Je veux dire, on le vit, on le fait, et on y est. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être plus près. S'il y avait de la gravité, ça se saurait. Voilà. La gravité, la pénétration sexuelle consentie, ça va contre l'évidence. Et donc, si je prétends qu'il y a de la gravité aussi de ce côté-là,
s'il y a une autonomie de la gravité pour la pénétration sexuelle, il va falloir faire deux choses. C'est d'abord dire qu'est-ce qui me permet de penser qu'il y a de la gravité, même quand c'est consenti. Donc là, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la gravité? Et s'il y a de la gravité, en quoi est-ce qu'elle consiste? Voilà. Quelle est la nature de la gravité de ce côté-là? En fait, ce qui permet facilement de prendre conscience de la gravité de la pénétration sexuelle de toute façon, il suffit de changer de point de vue. Voilà. Il existe une population sur Terre pour qui la pénétration sexuelle est grave de toute façon et pour lesquels le consentement sexuel n'a aucune valeur. Voilà, même on ne peut pas invoquer le consentement sexuel parce qu'il est sans valeur. Donc à votre avis, c'est qui cette population mondiale mais qui n'a pas voix au chapitre? Les enfants. Voilà. Et pour nous, c'est tellement antithétique, la pénétration sexuelle avec les enfants, c'est qu'on n'y pense pas. Mais si on associe la pénétration sexuelle avec les enfants, on la voit tout de suite, la gravité. Et là, ce que je tiens à préciser, c'est que pour un enfant, son consentement, en aucun cas, n'est valable. Et donc son consentement n'est pas valable, et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas consentir. Alors, oui. Son consentement ne peut pas être valable parce qu'en fait, sa frontière corporelle à l'enfant, elle est comme ça. Parce que l'enfance, voilà, elle est en pointillé. Parce que l'enfance, c'est la période de la construction de la frontière corporelle. La frontière corporelle, on ne naît pas avec, on la construit pendant l'enfance. Et vous savez, c'est quand un enfant va dire « Bon, moi, maintenant, je veux m'habiller tout seul » ou « je veux me laver toute seule ». Et le rôle des parents, ça va être d'accompagner cette prise de territoire de la frontière corporelle. Et dans une famille pédocriminelle, enfin, ça, c'est pas une famille, puisque quand il y a des parents, c'est le papa qui vient régulièrement pénétrer le corps de sa fille ou de son fils, il ne peut pas la construire, sa frontière corporelle, puisque même au niveau, il y a un trou béant. Voilà. Donc ça, et donc il ne pourra pas la construire correctement. Et un enfant ne peut pas, son consentement n'est pas valable, parce qu'en fait, il ne peut pas, son consentement n'est en aucun cas éclairé. Pour comprendre ce que c'est qu'un consentement qui n'est pas éclairé, il suffit simplement de se poser la question, qu'est-ce qui s'est déjà fait rouler quand il ou elle a acheté un truc sur Internet? Moi. Ouais. En voyage à l'étranger, moi. Et même dernièrement, je vais participer à une demi-journée de formation à la Chambre des commerces et de l'industrie, à la Chambre des commerces, et il était marqué 40 €. Et j'ai tout signé, et ils m'ont dit à la fin, ah oui, au fait, c'est pas 40 €, c'est 48 €. Je ne sais pas pourquoi c'est pas affiché. Et parce qu'en fait, en dessous du 40 €, il était marqué acheté, hors taxe. Et qu'en fait, toute taxe comprise, c'est 48 €. Et ça, c'est un consentement qui n'est pas éclairé. Mais comment dire, même sur Internet, si ça passe en procès, on pourrait vous dire, mais vous avez cliqué. Les conditions, vous avez dit oui. Votre code de carte bleue, vous avez dit oui. Vous avez tout mis. Même le petit code derrière, là, vous l'avez mis. Donc vous étiez consentant. C'est juste qu'il y a un truc à la fin que vous n'aviez pas prévu, c'est que le produit, on ne va pas vous l'envoyer. Et pour les enfants, c'est pareil. Ils ne peuvent pas envisager la pénétration sexuelle puisque leur frontière corporelle, elle n'est même pas au point. Et donc ça, c'est pour. Et ça veut dire que si pour les enfants, la pénétration sexuelle est grave de toute façon, ça voudrait dire que pour les adultes, voilà, si notre perception de la pénétration sexuelle, elle est comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'on ne la voit plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les relations sexuelles, c'est pas juste on le fait, c'est fini. Voilà. Puis peut-être qu'entre deux, on se déshabille, on se rhabille. Non, il y a ce qu'on appelle des préliminaires. Et les préliminaires, c'est par exemple, vous savez, au départ, on se chamaille un petit peu. Voilà, on se bagarre gentiment. Et on sait bien que le but du partenaire, c'est pas de nous casser la figure, on va faire un autre truc. Ou même, il y en a qui se déguisent. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, le sexe, c'est le temps du jeu. J-E-U. Et ça, c'est très important parce que le jeu, c'est ce qui s'y passe, c'est pour de faux. C'est pas pour de vrai. C'est pour rire. Et donc, ça veut dire que si ça, on a l'impression qu'il n'y a rien, c'est pas qu'il n'y a rien. C'est pour de faux. Donc, pour le psychisme, c'est bon. Ça n'arrive pas vraiment pour de vrai.
Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que la gravité surgit avec la contrainte, parce que là, elle est pour de vrai. Là, pour le psychisme, il ne peut pas y échapper. Il n'y a pas eu les conditions qui ont été mises en place pour que ce soit pour de faux. Et donc, ça veut dire que, voilà, préliminaire, avance, on disait prélude, ce qui précède le ludique. Et ça, bon, je vais le remontrer, mais ça, ce n'est pas des sexes accessoires, ce n'est pas des sexes outils, c'est des sexes toys. Voilà. Et donc, ça veut dire que toutes des choses surprenantes comme une fessée, où il arrive qu'il y en a qui s'insultent pendant les relations sexuelles, ça peut être surprenant, mais en fait, ce sont des mises en scène. Et ça veut dire que le consentement, il est super important, il est vraiment spécifique à la pénétration sexuelle, c'est que le consentement, il a un pouvoir de nous emmener dans un univers parallèle qui est pour de faux. Voilà. Et ça veut dire aussi que ça permet de donner une définition des relations sexuelles, c'est la transgression de la pénétration sexuelle. Ça veut dire que le sexe, c'est un jeu transgressif. Donc je répète, une transgression de la pénétration sexuelle. Pour le psychisme, comme il y a une frontière, la pénétration sexuelle, elle pose un souci. Il y a toujours quelque chose de dangereux. Et le sexe, en fait, c'est la transgression de ce phénomène. Donc ça veut dire que... Et c'est pour ça que c'est intense. C'est un peu comme les montagnes russes. Les montagnes russes, c'est intense parce qu'on tombe. Et physiquement, on a de l'adrénaline, on a tout ce qu'on veut, parce qu'on est programmé quand on tombe, à la fin, on va mourir. Voilà. Mais avec les montagnes russes, non. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la fois, on a cette adrénaline, mais qu'au dernier moment, on y échappe. Eh ben, les relations sexuelles, c'est la même chose. C'est qu'au niveau du psychisme, il y a quelque chose qui se passe, c'est intense, mais ça va quand même. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et donc c'est un jeu transgressif, et c'est pour ça qu'il faut un cadre. Et c'est pour ça qu'il y a des règles sexuelles. Et ça peut aussi être une piste pour au niveau de la loi, parce que la loi cherche à prouver la contrainte, elle est juste au niveau de la contrainte. Et donc ça veut dire qu'on cherche toujours dans l'intentionnalité, quelque chose de subjectif, et donc qui est très difficile à prouver, quasiment impossible. Alors que là, avec ces règles sexuelles qui existent, qui régissent nos mœurs, ça peut être une piste. Voilà. Parce que ça, on est dans le contractuel. Et la loi, le contractuel, ça, c'est pas étranger à la loi. Donc, la restriction, le fait que pour les enfants, la gravité de la pénétration sexuelle existe de toute façon, que le consentement ne soit pas valable, plus les règles sexuelles, ça permet de penser qu'il y a de la gravité quand elle est consentie. Mais s'il y a de la gravité, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Je veux dire, si on le fait et qu'il y a de la gravité, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la fabrication d'un discours. Voilà. Un discours qui dit qu'un groupe est inférieur. Et quand il y a un discours qui dit qu'un groupe est inférieur, ben c'est quelque chose de grave. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un groupe, et on dit officiellement que ces personnes qui appartiennent à ce groupe sont inférieures. Et c'est très grave parce que ça va générer de la violence contre ce groupe. Si en Europe, il y a eu des déportations, c'est parce qu'il y avait une ambiance antisémite. C'était normal de considérer que les Juifs étaient inférieurs. C'était dans le discours. Quand vous avez dans une société un discours raciste, vous aurez des violences racistes. Et quand vous avez dans une société des blagues sexuelles, des remarques sexuelles, du harcèlement de rue, la pornographie et j'en passe, des mains aux fesses, juste pour rire. Voilà. C'est ce qui s'est passé à Nuit debout. Voilà, le moindre truc, il faisait un débat, il trouvait une loi, mais il y avait eu des mains aux fesses. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui dit non, mais il y a des mains aux fesses, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ouais, allez, laisse tomber. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il y aura des violences sexuelles, des violences conjugales, des féminicides. Et ça se passe au moment de l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est la deuxième étape pour la frontière corporelle. Parce qu'au niveau du psychisme, une fois que la frontière elle est construite, du point de vue psychique, non, c'est bon, il n'y a personne qui va rentrer, il y a une barrière là, donc je n'ai pas construit la barrière pour qu'il y ait du monde qui rentre, c'est pas open bar. Mais d'un point de vue biologique, alors je ne dis pas que la reproduction est obligatoire, mais si jamais personne ne rentre dans personne, ça va être compliqué au niveau de l'espèce. Voilà. Donc il faut qu'il y ait biologiquement des personnes qui entrent dans des personnes. Et donc il va falloir fabriquer une porte à cette frontière corporelle. Et cette porte, on la fabrique pendant l'adolescence. Et une porte, ce n'est pas juste un truc, un trou dans une cloison. Une porte, c'est quelque chose qui comporte des conditions. La porte chez vous,
il y a une serrure, il y a une sonnerie. Et si quelqu'un passe à l'improviste, vous allez lui dire « Non, mais pourquoi tu n'as pas prévenu? Là, je suis occupé. » Donc il y a aussi des règles par rapport au fait d'entrer, de passer par cette porte. Et ça correspond à ces règles sexuelles. Et cette porte, elle se fabrique pendant l'adolescence. Mais le problème, et c'est là que va se mettre en place le sexisme, c'est que biologiquement, on n'est pas fait pareil. Et ça va générer une asymétrie. Et en fait, il n'y a qu'une moitié de la population qui va construire cette porte. Donc imaginez, vous êtes la population mondiale, et en fait, il n'y a qu'une moitié d'entre vous qui est chargée de construire cette porte pour la frontière corporelle. Mais on ne sait pas que la frontière corporelle existe. Alors vous en avez l'intuition, c'est-à-dire que même si on ne parle pas de la gravité de la pénétration sexuelle, on ne parle pas de frontière corporelle, vous avez quand même cette intuition que ça ne se fait pas comme ça. Voilà, c'est pas n'importe qui ne va pas rentrer n'importe quand, et même ça peut générer des tensions avec le petit copain, parce que lui, il veut. Voilà, attends, on s'est embrassé, on peut le faire. Bah non, t'attends un peu. Voilà. Et l'autre moitié qui n'a pas à domestiquer la pénétration sexuelle. Et comme elle n'a pas cette intuition et qu'elle ne sait pas que la frontière corporelle existe, qu'est-ce qui se passe quand il y a une ignorance, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Et bien, ce qui va se mettre en place, c'est du jugement. Voilà. Donc ça, c'est le masque du jugement. Je vais le mettre. Voilà. Et vous, qui devez domestiquer la pénétration sexuelle, vous êtes vernis avec le jugement moral. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comment dire, les relations sexuelles, c'est du plaisir. Et donc, ça devrait être libre. Et par exemple, si moi, j'aime le chocolat, et quelqu'un dit, moi, le chocolat, j'aime pas ça, et jamais j'en mangerai, bon, ok, très bien, c'est son droit. Mais qu'est-ce qui se passe si vous dites que le sexe, vous aimez pas ça, et vous en ferez jamais? Qu'est-ce qu'on risque de vous dire? Donc, je vais le faire. Vous êtes coincé, vous avez un problème, vous êtes frigide, en tout cas vous n'êtes pas normal de ne pas vouloir, c'est un plaisir, donc vous devez. Voilà, si vous ne voulez pas le faire jamais, c'est un problème, vous n'êtes pas normal. Et vous êtes cerné aussi de l'autre côté, parce que s'il faut le faire, à l'inverse, si vous voulez le faire trop vite, ou trop facilement, qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'on risque de vous dire? Voilà. Je suis une fille facile, une Marie, couche-toi là, une pute. Voilà, ça c'est sorti, je l'ai dit. Voilà. Donc débrouillez-vous avec ça. Il y a une sorte de chemin de crête où il ne faut tomber ni d'un côté ni de l'autre. Et donc il faut vous débrouiller avec ça. Je ne sais même pas si c'est possible de vraiment se débrouiller tout le temps. À un moment donné ou à un autre, il y a quelqu'un qui va nous juger. Et vous? L'autre moitié, vous êtes assez tranquille par rapport à ça, puisque vous n'avez pas à domestiquer la pénétration sexuelle. Sauf quand même, on vous met en garde par rapport à ça. La pénétration sexuelle, vous ne devez pas la faire. Et c'est là que va se mettre en place le sexisme. L'information, c'est la suivante. Gardez-vous bien d'être pénétré, parce que sinon vous serez inférieur. Je répète, si vous êtes pénétré, vous serez inférieur. Donc ça, je vais le noter. Ouais, il y en a encore. Oui. Ça se transmet comment? Parce qu'il n'y a pas un monsieur qui vient voir les garçons de 13-14 ans et qui leur dit « Attends, je vais t'expliquer un truc ». Ça se transmet de manière beaucoup plus puissante avec des mots, ou des gros mots qui dévalorisent le fait d'être pénétré. C'est quoi ces mots? Vous les connaissez? Ouais, je crois que j'ai entendu. Enculé. Ouais. Enculé, ça veut dire que quelqu'un... Ouais, ça, je vais l'expliquer. Voilà, quelqu'un qui est pénétré, c'est dévalorisant. Il y en a plein d'autres. PD, voilà. Qui va aussi générer l'homophobie. Dans le sport, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on s'adresse à la personne, à l'équipe ou à la personne qui perd? Tapette, ta fiole, tapette là. Voilà. Donc tout ça génère un message
qui est très fort dans la société, où être pénétré, c'est être inférieur. Et ça, c'est, si on formalise, déjà c'est bizarre, parce que ça veut dire, ça ce sont les femmes, enfin dans la perception de certains hommes. Ça, c'est le disque dur dans la tête de certains hommes. Et même, enfin, je l'ai déjà vu, parce que j'ai une amie, elle est féministe, et elle s'amuse à parler du plaisir de la sodomie pour les hommes. Et elle leur explique que oui, ça peut rapporter du plaisir et tout. Et inévitablement, les mecs, ils commencent à s'énerver. Parce qu'elle dit, mais toi, tu n'aimerais pas avoir ce plaisir? Elle fait, mais pourquoi tu me dis ça, moi? Enfin, voilà. Donc, ce truc-là, c'est vraiment la ligne rouge. Voilà. Et je sais que moi aussi, je l'ai, cette ligne rouge. Et le problème, c'est qu'il y a un corollaire à ça. Ça veut dire quoi, être pénétrant? Ça veut dire être supérieur. Voilà. Et ça c'est vraiment le disque dur, les garçons ont grandi avec, et c'est le disque dur de la virilité. Être pénétrant et être supérieur. Par exemple, quand on est adolescent et qu'on n'a ni été pénétré et qu'on n'a jamais pénétré, on est un peu dans une sorte de zone grise où on nous appelle puceau. Et puceau, c'est dévalorisant, mais parce qu'on n'est pas encore là. Voilà. Et comment dire? Et ça, c'est la machine à fabriquer du viol, parce que, alors déjà, voilà, ça donne une forte, et ça c'est dans la tête des garçons. Si être pénétré c'est être inférieur, les femmes sont inférieures. Voilà. Moi je ne veux pas être pénétré, sinon on va me rabaisser. Et donc ça veut dire que les personnes qui peuvent être pénétrées sont inférieures. Et ça c'est dans la tête de certains garçons. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des droits sur le corps des femmes. Plus le fait d'être pénétrant. Si être pénétrant, c'est être supérieur. Ça veut dire que le fait de pénétrer, c'est pas que du plaisir et de la tendresse. C'est impératif, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'être ou ne pas être un homme. Et donc là, on a quelque chose d'impératif. Et être supérieur, qu'est-ce qui se passe quand il faut être supérieur? Quand il faut être supérieur, ça génère de la violence. Voilà. Et on va utiliser la violence. Et donc tout ça, le fait que certains hommes pensent avoir des droits sur le corps des femmes, le harcèlement de rue, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils considèrent qu'ils ont des droits sur le corps des femmes. Si elle se met en jupe, c'est qu'elle veut, c'est obligé. Sinon, elle mettrait une burqa. Donc ça veut dire qu'elle veut. Si elle veut, moi je veux, elle va le faire avec moi. Et si elle ne veut pas, c'est que c'est une... Ben voilà, je vais la traiter. Pourquoi pas moi? Si pénétrer, c'est impératif et qu'il faut que je sois supérieur et qu'un refus puisse m'inférioriser, alors je vais utiliser la violence. Et ça, c'est la machine à fabriquer du viol. Avec la crème et la cerise sur le gâteau, c'est que ça aussi, c'est vécu, c'est intériorisé par les femmes, enfin peut-être pas par toutes, mais par ce qu'on appelle la condition féminine. Voilà, le fait d'intégrer le fait que on n'a pas trop le droit quand même de sortir trop tard toute seule. Alors on peut le faire, mais on sait que si on a un problème, on va nous dire que c'est notre faute. Une fois, j'avais demandé à une amie, tu vas t'habiller comment à la soirée? Elle me dit, ça dépend, je ne sais pas comment je rentre. C'est quoi le rapport? Moi, je ne savais pas, il n'y a aucun mec qui savait. Et c'est parce que si elle rentre en métro, pas de jupe. Voilà. Si elle rentre en voiture, elle peut mettre une jupe. Donc ça veut dire, c'est d'intégrer le fait d'avoir des droits inférieurs à ceux des hommes. Et ça se manifeste par un sentiment qui est commun au féminin, la culpabilité. Donc c'est absolument inégal entre sexe impératif, sentiment de supériorité, droit sur les corps, et en face les femmes qui culpabilisent, c'est perdu d'avance. Voilà. Et ça, c'est la machine à fabriquer du viol, parce que voilà, on ne sait pas encore que la frontière corporelle existe, que entrer dans un corps comporte de la gravité. Parce qu'il y a un discours qui dit que c'est rock'n'roll, c'est libre, c'est tagada de soin de soin. Mais la vérité, c'est que ça génère juste du jugement. C'est de l'ignorance, ça génère du jugement. Et c'est vrai qu'on pourrait... Il y en a qui disent, mais oui, mais si tu dis que entrer dans un corps comporte de la gravité, là, ça va générer de la moralisation. Mais non, parce que si la gravité, ça implique du respect. Voilà. Et ça qui peut modifier les relations entre les hommes et les femmes. Donc voilà, si la loi... Donc j'ai un peu critiqué la loi, mais la loi provient de notre perception.
Et notre perception de la pénétration sexuelle, c'est celle-là. Mais tant que on pense que la pénétration sexuelle consentie est anodine, que c'est rien, tant qu'elle n'est pas pensée, eh ben la gravité sera toujours subordonnée à la contrainte. Et la gravité, elle va disparaître dès qu'on va parler de la contrainte. Et que cette partie qui semble vide, elle génère un mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui fabrique le sexisme. Et ce sexisme va fabriquer les violences sexuelles. Voilà. Et donc tout ça, c'est pas très réjouissant. Et donc ce qu'il faudrait, c'est que ça change. Et ça va changer avec la conscience, avec le changement des regards. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà. Le but étant de faire civilisation. J'ai terminé. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vais juste lui donner le micro Ouais. pour qu'on entende dans l'enregistrement. Est-ce que quand quelqu'un est forcé par la manipulation, c'est prévu dans la loi? Dans le sens où quand c'est souvent, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, quand les petits copains au collège, au lycée, etc., utilisent les phrases comme « si tu faisais ça, ça me faisait vraiment plaisir », etc. Et qu'au final, du coup, on finit par consentir, mais dans le sens où... Alors oui, alors il y a deux niveaux. La loi parle de situation d'autorité et aussi elle parle d'agression sexuelle quand il y a une situation où on a une mineure, donc je crois qu'en France c'est moins de 15 ans ou 14 ans, je pense que, avec un adulte. Voilà. Et là c'est considéré comme une agression sexuelle parce qu'il y a une situation d'autorité. Parce que si la victime n'est pas... Voilà, au moment où on domestique la pénétration sexuelle, il faut pouvoir dire non à n'importe quel moment. Voilà. Et ça se fait plus facilement avec quelqu'un de notre âge. Alors que quand c'est quelqu'un qui a un ascendant sur nous, c'est plus compliqué de dire non. Donc c'est le cas du patron. Donc c'est pour ça qu'on comprend que, en fait, c'est aussi une des règles sexuelles, c'est la possibilité de dire non n'importe quand. Voilà. Et par exemple, moi j'ai fait des tests cliniques, et c'est quand j'étais étudiant. Et en fait, il est vraiment marqué qu'à n'importe quel moment, si on veut arrêter les tests cliniques, donc c'était pour tester des médicaments avec du calcium, ou pour les personnes âgées ou des trucs comme ça, ou pour l'asthme, mais même s'il restait que 2 jours, on pouvait s'arrêter, on était payé au prorata. Et parce que c'est un acte qui comporte de la gravité. Et donc, et je pense qu'il y a une règle qui devrait être plus connue, c'est la possibilité de pouvoir dire non à n'importe quel moment. Et ça, les garçons, ils ont du mal. Parce que c'est impératif, la pénétration. Alors ça, c'est le premier cas en situation d'autorité, mais je pense toujours au cas un petit peu dans la zone grise où il y a le garçon qui a 16-17 ans, la fille qui a 14-15 ans, et puis ils se sont embrassés, ils ont fait des câlins, ça fait quand même 2-3 jours qu'ils sont ensemble. Il y a un lit, on ne sait pas, on est dans la maison, puis il veut le faire. Et combien de fois c'est arrivé? Mais vu qu'on ne sait pas qu'il y a la frontière corporelle et que on passe à un autre stade, on a l'impression que c'est plus dans une suite logique, quoi. On s'est embrassé, il y a un câlin, donc on va le faire. Mais non, parce qu'avec la frontière corporelle, ça modifie tout. Parce que là, la charge de l'argumentation, c'est pas la personne qui va être pénétrée qui doit argumenter pourquoi elle veut pas, c'est le pénétrant qui doit argumenter, puisque c'est entrer dans un espace qui a de la valeur. C'est effectuer un acte qui comporte de la gravité. Donc c'est pas juste la suite logique d'un truc. Et donc ça, c'est pour la deuxième partie, c'est que oui, il peut y avoir toujours de la manipulation dans un couple, voilà, entre 2 personnes. Moi, je sais que j'étais une fois avec quelqu'un, elle m'a mis la tête à l'envers. Voilà. Et pourtant, j'étais même plus âgé qu'elle, mais elle était beaucoup plus entraînée, elle était très narcissique. Donc j'ai été manipulé. Et ça, je ne sais pas si je pourrais l'attaquer en justice. Mais voilà, ça pourrait, dans ce cas-là où il n'y a pas de situation d'autorité, mais il y a manipulation quand même, ou on va dire grosse influence, ça pourrait permettre, cette histoire de frontière corporelle, d'avoir un gros argument, de dire non, là c'est ma frontière corporelle, c'est plus pareil, voilà, c'est plus le même stade. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Est-ce que du coup
le fait d'être pénétrant, pénétré, supérieur, inférieur, est-ce que c'est quelque chose qui se construit avec la sociabilisation ou c'est quelque chose qu'on a en nous ou qui est tellement inscrit dans notre ADN qu'on on aurait du mal à en dissocier? Alors, c'est pas dans l'ADN, c'est dans le psychisme. Et puis même, je dirais que c'est au niveau du jugement social, parce que, comment dire, dans la discussion avec mon ami là, qui parle de sodomie aux garçons, même s'il y en a un qui aime quand même ça un petit peu, il ne va pas le dire devant les autres. Voilà. Et les autres, ils vont dire, bah, attends, il y aura quelque chose qui va se passer. Et donc, pour répondre à la question, mais ça peut se déconstruire. Ça peut se déconstruire déjà en l'explicitant. Voilà. Et si à chaque gros mot, parce que je suis aussi prof de français, donc ça m'arrive au collège, dès la 6e, on entend pédé, enculé de partout. Si à chaque fois on fait un atelier systématiquement en disant qu'est-ce que ça veut dire, on pourrait le neutraliser. Voilà, ou même quand c'est ma nièce, elle me dit de quelqu'un, il n'y a pas de couilles. Mais il n'y a pas de couilles, ça veut dire, on est encore là-dedans. C'est pour dire que s'il n'y a pas de couilles, ça veut dire que sa capacité pénétrante n'est pas valable, puisqu'de toute façon, il n'y a pas de testicules, et que donc il n'est pas supérieur. Voilà, il a des défauts. Et ça va jusqu'à... Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais je le dis maintenant. La Station spatiale internationale, quand ils ont voulu faire rejoindre, mais donc ça va dans votre sens, c'est vraiment ancré profondément en nous, c'est quand le module états-unien il a dû se joindre avec le module russe, en fait, il fallait qu'il y en ait un qui entre dans l'autre. Eh bien, aucun n'a voulu être le réceptacle. Aucun. Et donc, on en est là. Et donc, ils ont dû créer un système où, en fait, ils allaient comme ça. C'était beaucoup plus cher, beaucoup plus long. Ils ont dû trouver des ingénieurs pour trouver ce système, mais parce qu'aucun ne voulait être le pénétré. Et donc, oui, on grandit avec ça, et ce n'est pas juste les crétins du coin, c'est aussi nos gouvernants. Et le but, c'est de l'expliciter. Et aussi, le problème ici, c'est que est-ce que les garçons, vous pouvez lever la main? Voilà. Bon, ça fait qu'on est 4. C'est important qu'il y ait plus de garçons parce que nous, on a la possibilité, parce que quand est-ce qu'on se monte la tête entre mecs à dire ouais, toutes les nanas, c'est des 1-1, c'est des 1-1, c'est quand on est entre gars. Dans les vestiaires, quand on boit un coup, quand on fait des soirées épées, puis qu'on est entre mecs, et là, on se lâche. Oui, j'ai fait ça. Et j'aurais pas dû le dire. Et comment dire? Et je sais qu'à des moments, il y en a un, il a la haine contre les nanas et tout. Mais c'est à ce moment-là que nous, si à un moment donné, il y en a un qui dit non, là, tu ne peux pas dire qu'elles sont toutes comme ça, de les mettre dans le jugement, de les inférioriser, parce que tu entretiens cette idée qu'elles sont inférieures, que c'est un groupe inférieur. Parce que le problème, c'est quand il y a ce discours, il y en a qui disent oui, mais il est con, c'est pas vrai. Mais il y en a pour qui c'est vrai. Et d'entendre ça, ils se disent ben oui, donc j'ai raison, donc j'ai le droit de la taper. Voilà. Et donc nous, on a aussi une mission, c'est à chaque fois qu'on entend ce genre de discours, c'est d'intervenir en tant que garçon. Parce que quand une fille intervient, on ne la prend pas au sérieux. Alors que si c'est nous, et s'il y en a un, on va dire ouais, mais toi, t'es bizarre. Mais s'il y en a deux, ce sera déjà différent. On va dire non, mais attends, il y a un truc qui se passe. Et au plus on sera nombreux, au plus ça fonctionnera. Ou j'ai un autre exemple, là c'était en animation, en centre de loisirs. L'animatrice qui a 18 ans, le gamin, il a 12-13 ans. Mais il lui met une main aux fesses. Voilà. Il prend plaisir à ça. Et il prend plaisir parce que lui, il a beau avoir 12-13 ans, il y a encore des crottes de nez qui lui coulent du nez. Lui, il affirme une sorte de supériorité en disant regardez tout le monde, j'entre dans sa zone corporelle. Je suis un pénétrant et elle, je la désigne comme pénétrée. Donc là, moi, je suis allé sur le garçon, je lui ai dit tu arrêtes, tu fais surtout pas ça. Et je l'ai remué. Et la fille elle-même, l'animatrice, elle était surprise. Mais simplement, si plus de monde avait le réflexe de réagir comme ça, de voir la gravité de chacun de ces discours, parce que tout ça, c'est des discours, des signifiants qui passent de manière anodine, mais si à chaque fois on souligne, on dit stop pour faire ça, ça pourrait contribuer à déconstruire cette matrice, la matrice du patriarcat. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci beaucoup. Merci. Il y avait une question là. Du coup, vous avez caractérisé le point de départ de la violence au jour de la commission des faits. Alors, je n'ai pas compris le début, j'ai caractérisé le point de départ de la violence. Le port de la violence? Non, le point de départ. Ah, le point de départ, oui. De la violence au jour de la commission des faits. Au jour de la commission des faits. Juridiquement, la fin
de la violence, c'est à partir du moment où l'acte a cessé. D'accord. Donc pour vous, la fin de la violence, ça serait plutôt à partir du moment où la femme ne souffre plus, mais même psychologiquement. Ouais, où Parce elle que du arrête. coup, l'effet perdure, du coup, selon vous. Mais ça, je ne savais pas que la fin de la violence, parce que moi, je sais qu'il y a des procès qui peuvent être très agressifs envers les plaignants, les plaignantes. Et, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui a violé une autre personne, elle va être, l'acte en lui-même, c'est le viol. ouais. Donc la violence, elle cesse à partir de la fin du viol. Oui, mais alors je suis pas d'accord avec ça parce Voilà, que ok. mais c'est parce que notre perception de la violence, elle est surtout physique. Voilà, il y en a, ils vont dire c'est un coup, c'est un choc. Mais quand on se fait taper dessus, c'est pas juste la douleur. Et c'est parce que au niveau psychique, on est en état de choc au moment où et qu'en fait la violence, enfin le fait qu'on nous mette un coup de poing ou une gifle, ça envoie un message, ça envoie ça au psychisme. Ça dit il est possible qu'on te mette des coups. Et donc c'est un message de dévalorisation. Et donc la violence, c'est pas la douleur. Ça peut être on peut être giflé, ça fait pas trop mal. Mais le problème de la violence, il est dans la dévalorisation. Et donc oui, ça perdure au-delà de l'acte physique, puisque si le viol génère... alors il y a des cas où le viol n'est pas traumatique, c'est-à-dire que des fois ça porte le statut de l'exception, c'est-à-dire que la victime considère que c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Et voilà, mais si le viol, parce que le problème au niveau psychique, voilà, c'est que cette frontière corporelle elle est remise en cause. Et là, ça ne se passe pas au niveau psychique, ça se passe pas au niveau physique, mais psychique. Je sais pas, j'ai un peu ramé là sur ce coup-là. Mais ça va ou pas? Oui, c'était juste pour si vous, est-ce que juridiquement, il faudrait changer, entre guillemets, ce qui est très compliqué, la loi pour que, entre guillemets, du coup, il y ait une loi, pas pour chaque victime, mais c'est propre à chaque victime, du coup, la souffrance et la violence qui est... Mais de savoir que la violence, c'est un marqueur psychique. Voilà. Et que souvent, voilà, ce qui va permettre de prouver qu'il y a eu contrainte, c'est quand à la médecine légale, ils vont mettre autant de jours de ITT, je ne sais plus, d'interruption temporaire de travail. Mais le problème, c'est que les conséquences, elles ne sont pas physiques. La plupart du temps, elles sont psychiques. Donc oui, il faut qu'il y ait Et que même, je sais qu'il y a des rapports sur l'état traumatique pour les victimes, mais c'est simplement consultatif. Ce n'est pas un élément de preuve pour le jugement. Et donc on voit aussi que notre perception de la violence, elle est uniquement physique. Tout ce qui est psychologique, psychique, on considère encore que c'est secondaire. Alors que c'est la réalité de la violence. Voilà. Tu lèves la main. Ah ouais. Bon, je vous laisse gérer. Non, attends, Maïon. Ouais. Sur les 1500 femmes qui arrivent à la cour d'assises dont vous avez parlé tout à l'heure, il y en a combien qui ont des dédommagements et dont les agresseurs ont été sanctionnés? Je sais que c'est pas... Alors, je pourrais pas dire, mais je sais que c'est pas tout le monde, ouais. Et des fois, il y a relax, des fois... Mais c'est très rare qu'il y ait 15 ans. Ça va être... Ouais, je l'ai pas là, mais de mémoire, il y avait un... Alors, c'était le père qui avait violé sa fille de l'âge de 10-11 ans jusqu'à 16 ans. Et donc, ça veut dire... Et ça a été en procès, puisque là, il y avait pas la question du... Alors, c'était encore à l'époque où il fallait prouver la contrainte du côté de la victime. Et donc, ça veut dire que la victime, qui était de son père, pendant 6 ans, qu'elle soit dans sa salle de bain, dans sa chambre, à n'importe quel moment, elle pouvait être victime de viol. Voilà. Pendant 6 ans. Je vous laisse imaginer son intranquillité d'esprit. Elle ne pouvait pas avoir la paix. Et sa frontière corporelle, alors ça se reconstruit, ça peut se construire, mais ça va être plus compliqué. Et en fait, et ça a été en assise. Ah non, ça a été en correctionnel déjà. Il y a eu 18 mois avec sursis. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu de peine. Parce qu'il considérait que, comme il n'y avait pas d'autres filles, il n'allait pas le faire. Voilà. Et le sursis, c'est un peu une manière de dire, alors, voilà, on considère que ce que vous avez fait, c'est quand même un peu grave,
c'est quand même, alors bon, c'est un délit, donc c'est un petit peu grave quand même. Ne recommencez pas. Voilà, c'est ça le message qui a été envoyé au père qui a violé sa fille pendant 6 ans. Donc, mais c'est vrai que je ne réponds pas à la question puisque je ne sais pas. Voilà, j'en sais rien. Et c'est compliqué parce que même pour connaître tous ces chiffres, j'ai dû le rassembler parce que si on cherche sur Internet comme ça, on ne trouve pas. C'est très compliqué de connaître ces chiffres parce que ce sont des estimations et elles ne sont pas récoltées de manière systématique. Et le jugement, ensuite, je ne sais pas, il est plusieurs années après, et ils ne sont pas mis en face. Et je sais que moi-même, j'ai dû aller, pour connaître l'objet de l'accusation quand ça va aux assises, j'ai dû aller, moi, devant la vitre où il y avait l'objet de l'accusation. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait ou séquestration ou port d'armes. Mais je l'ai vu nulle part. Et voilà, c'est très... Enfin, je suis allé au palais de justice de Paris, c'est des arcanes, c'est compliqué, il y en a là, il y en a là. Et la seule fois où j'ai pu assister, j'étais sur le point d'assister à un procès, ils ont décidé que c'était à huis clos, donc j'ai dû sortir. Donc j'ai pas pu voir ce qui se passait. Donc ouais, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Ouais. Donc il y a 2 mains qui se lèvent là. Ah oui. Moi, j'avais juste une question. C'est quelque chose que je ne suis pas sûre d'avoir compris, si vous pouvez réexpliquer. C'était la zone tout à l'heure que vous avez entourée en jaune, Ouais. la gravité par rapport au consentement. Et je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris ce passage-là. C'est la zone problématique. C'est-à-dire que c'est la zone où il y aurait où la pénétration sexuelle est consentie, mais et je prétends qu'il y a de la gravité. Voilà. Et c'est ça qui pose problème par rapport à notre perception. C'est ce truc-là. Moi, je ne sais pas si en répondant, ça va. Mais une fois comme ça, c'est un collègue aussi en philosophie, il m'a demandé c'est quoi ta thèse. Et là, je disais c'est la gravité sexuelle. Et là, j'ai vu son visage se déformer. Il fait, oh, c'est quoi ça ? Et là, j'ai vu que voilà, je touchais un truc super sensible. Il y en a, ça ne leur pose pas de problème. Ils disent oui, évidemment qu'il y a de la gravité. Mais il y en a, ils ne veulent pas en entendre parler. Ou là encore, dernièrement, je discutais avec un ancien professeur. Pour lui, c'est la légèreté. C'est impossible qu'il y ait de la gravité dans les relations sexuelles. Mais c'est la zone problématique qui va à l'encontre de l'évidence. Et c'est la zone qui est nécessaire de penser pour mettre fin à cette situation où la gravité est subordonnée à la contrainte. Oui, du coup, j'avais une question. C'est bon ? D'accord. Oui, je suis là. Oui, c'est plus concrètement, du coup, quelles dispositions en fait, vous introduirez dans la loi pour introduire du coup, le concept de gravité indépendamment de la contrainte ? Alors, c'est les dispositions seraient de partir déjà de cette définition-là, d'introduire la notion de frontière corporelle et de faire des lois, c'est compliqué. Je sais que la loi actuelle, ça a mis plusieurs années avec des associations, au moins 1 année, et d'introduire la notion de frontière corporelle. Et donc, ça implique qu'elle devienne réelle dans l'esprit des juristes. Alors, j'ai que des pistes. Voilà. Donc, les pistes, c'est ça, mais aussi les règles sexuelles. Au Canada, c'est pas défini comme ça. Ils ont inversé la question. Ils posent. Le but, c'est pas de prouver la contrainte, c'est l'agresseur qui doit. On lui pose la question qu'est-ce qui pour vous 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 permettez de penser que la personne pouvait être consentante. Voilà. Et des fois, alors en France, si le gars il connaît pas le prénom, il l'a rencontré en soirée et il a dit ouais mais elle a pas dit oui, elle a pas dit non, moi je pouvais pas savoir. Mais s'il connaît même pas le prénom, c'est à charge au Canada, pas en France. Voilà. Et que donc, si on arrive à réunir tous les éléments qui permettent de penser qu'il y a les règles qui permettent de penser qu'il y a eu consentement et qu'on est là-dedans, peut-être, c'est à intégrer à la loi. Voilà, je ne sais pas comment non plus. Et soit quoi je pensais aussi, c'est là, ce ne serait pas au niveau de la loi, mais ce serait d'un coup, je me suis dit, parce qu'on ne peut pas faire des contrats sexuels ou des trucs comme ça, mais déjà faire mieux connaître la possibilité de pouvoir dire non n'importe quand, mais qu'il y ait une sorte de
pour lier ça à la majorité, c'est qu'il y a un cours, je veux dire partout en France et peut-être dans le monde, pour parler de la frontière corporelle et de parler des conditions des relations sexuelles et de savoir que, comment dire, ouais, mais ça reste dangereux, mais comment dire que là, de faire savoir qu'il y aura un dépistage systématique au moment de ce cours-là et que les parents le sachent. Et parce que en France, un enfant sur 10 est victime d'inceste. Voilà. Et parce que les parents qui commettent les incestes, ils savent très bien que les profs, de toute façon, ils sont mal à l'aise avec cette question. Donc, même si les enfants essayent de parler, ils ne vont rien dire. Mais si on savait qu'il y avait un dépistage systématique et qu'il y avait des cellules dédiées, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'une élève vienne me voir, qu'elle dit qu'elle est victime, moi, juridiquement, il faut que je le dise à mon chef d'établissement. Et là, c'est l'été noir. Le chef d'établissement, il la convoque dans son bureau, et après, plus rien. Et après, l'élève, elle ne me parle plus. Voilà. Et que moi, j'ai déjà... quand on est prof, on ne sait pas à qui s'adresser. Voilà, il n'y a pas de cellule qui est dédiée pour ça. Donc on dit, allez voir votre directeur. Mais le directeur, il n'y a pas envie qu'il y ait d'histoire. Et donc, les questions qu'il va poser, ça va être dans le sens, c'est rien, ou taisez-vous, c'est pas si grave que ça. Mais pour revenir à la loi, voilà, les pistes, ce serait d'expliciter les règles, d'intégrer les règles sexuelles dans la loi et la frontière corporelle. Voilà. Donc il y a là et là. Du coup, moi, ma question, c'était, vous avez beaucoup parlé de la frontière corporelle du point de vue de sa violation, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais vous n'avez pas développé du point de vue de sa reconstruction. En fait, est-ce que c'est possible de la reconstruire, et comment pour les victimes ? Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc, et une frontière, et c'est ça qui est important, c'est qu'une frontière, ça se reconstruit parce que ça se construit. Et il y a plusieurs pistes, en fait. Il y a l'art, il y a l'art-thérapie, j'ai vu des thérapies avec des animaux, parce qu'en fait, le contact aux animaux, c'est un contact qui est positif et qui n'est pas dangereux. Le problème des violences sexuelles, c'est qu'on a un contact qui est souvent définitivement agressif, alors qu'avec les animaux, ça peut se reconstruire. Où j'ai vu l'émission des victimes du 11 septembre, et qui elles aussi ont été victimes de traumatisme. Et bizarrement, ce qu'elles font, c'est qu'elles construisent aussi de la frontière corporelle, des frontières psychiques. Il y a un rescapé du 11 septembre qui, lui, il a eu envie de construire une maison. Et depuis, il va mieux. Et en fait, il s'est reconstruit une frontière psychique. Et donc, il s'est refait une frontière psychique à neuf. Ça peut être aussi prendre soin de soi, mais ça passe aussi par la psychothérapie, de délimiter où est le danger, et aussi de pouvoir parler, de savoir que ce qui doit se reconstruire, c'est la frontière corporelle, de savoir que notre corps, c'est un sanctuaire. Voilà. Et voilà, donc il y a plusieurs pistes. Il y a aussi l'engagement. Il y a des personnes pour qui ça ne va plus être traumatique parce qu'elles vont faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Voilà. Et donc, si ça n'arrive plus jamais, tant qu'elles militent, ou il milite, comme là, il y a Hugo qui milite contre le harcèlement à l'école. Lui, s'est construit grâce à ça parce qu'à chaque fois qu'il fait une conférence ou qu'il forme, il sait que c'est aussi pour lui, mais aussi pour tous les élèves, il fait en sorte que ça n'arrive plus. Voilà. Donc, voilà, il y a l'engagement, l'art, le fait de construire des frontières psychiques. Enfin, il y a plusieurs pistes. Ouais. Est-ce que... Mais en même temps, voilà, c'est pas garanti. Je veux pas dire faites ça, ça ira. Voilà. Voilà, et puis ça varie aussi parce que y a des personnes qui ont été maltraitées depuis toujours, donc qui ont une frontière corporelle fragile. Voilà, il y a des personnes pour qui la frontière corporelle n'a jamais été consolidée. Et donc ça, c'est le coup de grâce. Et donc, elle n'a jamais vraiment été construite, donc là, il faut tout reprendre depuis le début. Mais il y a des personnes pour qui ils vont avoir une ou deux séances et ça ira. Voilà. Mais oui, c'est ça qui est important, c'est de dire que les victimes ne sont pas foutues. Ça se reconstruit. Pour moi, au départ, c'était ça. C'était pas possible. C'est même pour ça que le mot viol fait peur. Et parce que pour nous, il y a quelque chose d'infranchissable. Mais si, il y a des personnes qui vont, je dirais pas mieux, qui vont autrement. Voilà. Leur vie n'est plus pareille.
mais elle peut être bien meilleure. Voilà, il y a des choses qu'elles ne veulent plus faire, il y a des choses qu'elles veulent faire. C'est aussi un moment de réorientation. Je repensais aussi par rapport à la loi, il y a le fait de prendre conscience que la pénétration sexuelle est grave de toute façon. Ça peut générer aussi des changements de comportement, ça peut générer l'urgence. On l'a vu avec le Covid. Quand il y a une gravité qui est perceptible, ça modifie les comportements. Et il y a des formations qui existent pour les policiers, pour les avocats, mais elles ne sont pas systématiques. Voilà. Donc il pourrait y avoir des formations qui sont systématiques. Laissez-moi vous dire qu'un policier pour qui les filles, si elles sont victimes de viol, c'est qu'elles cherchent, le gars, il ne va pas se former. Voilà. Mais donc si elles sont systématiques, ça pourrait changer les choses. Il y a aussi l'accompagnement de la plainte. L'avocat de la défense peut réinterroger autant de fois qu'il veut la victime. Et donc il peut forcer la victime à répéter la scène de son agression autant de fois qu'il a envie. Enfin, ça doit être argumenté. Mais des fois, ça a été jusque 15 fois. Et je peux vous dire que le plaignant, la plaignante ne veut plus porter plainte parce qu'à chaque fois qu'elle va voir qu'elle est convoquée par l'avocat de la défense, elle sait qu'elle sera obligée de revivre l'agression. Voilà. Et il y a des dispositifs où, ça c'est pour les mineurs, on va enregistrer le témoignage une bonne fois pour toutes, qui est accompagné, et on ne va pas faire répéter l'enfant encore et encore, l'obliger à revivre la scène traumatique. Ça pourrait être fait pour les adultes. Il y a aussi des commissariats qui ont une place dédiée pour les victimes de viol, mais ce n'est pas systématique. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est important avec cette histoire de gravité, de savoir que ce n'est pas qu'une question de contrainte. Le fait d'entrer dans un corps, c'est grave de toute façon. Ça pourrait accélérer les réformes de l'institution. Voilà. Il y avait des questions là. Ouais, moi je voulais savoir votre analyse. Vous avez mentionné rapidement le porno et votre analyse justement de la porno-prostitution comme créatrice de viol. Déjà le fait que ni le porno ni la prostitution soient considérés comme des actes de viol ou d'agression sexuelle au vu de la loi. Et aussi, il y a plein d'études qui montrent l'influence notamment du porno sur les violences sexuelles. Et c'est quelque chose qui est beaucoup minimisé. Et on a un peu en plus une glamourisation du porno ou de la prostitution sur certains médias aujourd'hui. Et une volonté de certains d'inverser la violence et de dire que la violence, elle vient des abolitionnistes. Et c'est parce qu'il y a des abolitionnistes que le porno ou la prostitution sont violents, alors qu'en réalité, c'est des viols. Et voilà. Alors la pornographie, je ne sais pas, mais la prostitution, je sais que c'est un terrain miné. Voilà, j'ai jamais vu des débats aussi explosifs que par rapport à la prostitution. Mais moi, mon point de vue, c'est que oui, il y a des personnes qui font ça de manière volontaire et consentante et qu'elles maîtrisent. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y a une grosse partie qui est largement exploitée. Et c'est toujours... Et les pro-prostitution, ils vont toujours mettre ces personnes en avant. Il faut aussi savoir qu'il y a un gros lobby mafieux qui fait beaucoup d'argent. Eux, les armes, la drogue, la prostitution, c'est une mine d'or. Donc ils vont toujours mettre en avant ces personnes. On ne sait pas dans quelle mesure ce qu'elles disent est vrai. Et on va dire que c'est vrai, mais il faut aussi savoir que c'est extrêmement influencé. Et que oui, la prostitution, c'est un message qui est envoyé pour dire le corps des femmes est à disposition. Voilà. Et donc on est là-dedans. On a des droits sur les femmes et que si on n'y arrive pas, on peut payer. Mais je ne sais pas opposer la limite parce que je sais qu'il y a de la prostitution dans les milieux hospitaliers. Et ça, c'est cadré, tout ça. Et il y en a qui sont contre. Moi, j'ai pas encore... mais je sais que dès que je m'avance là-dedans, c'est super explosif, donc j'irai pas plus loin. Et pour la pornographie, oui, il y a pornographie et pornographie, mais il y a énormément de pornographie qui montre que l'exploitation des femmes. Toute la sémiologie de la pornographie, où il y a même l'étranglement, où il y a des choses comme ça, et qu'aujourd'hui, ça a modifié les comportements parce que ça, c'est les infirmières ou le planning familial qui explique ça, c'est qu'il y a 30 ans, les filles de 14 ans, elles posaient la question comment est-ce qu'on embrasse à 13-14 ans. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait une fellation.
Donc c'est devenu quelque chose de normal. Et voilà. Mais là, oui, j'ai pas encore bien. Voilà, quand je pense à la pornographie, j'arrive pas encore bien à l'articuler. Je sais qu'il y a quelque chose dedans, mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'empêche de vraiment en parler, parce que à chaque fois que moi j'ai voulu en parler en tant que garçon, je me suis pris des retours de bâton. Enfin, voilà. Mais oui, il y a beaucoup de pornographie qui rabaisse les femmes, et la prostitution dit que les hommes ont des droits sur leur corps. Donc ça nourrit ce message, le patriarcat. Ouais. Alors, pardon, moi j'ai vu que vous aviez écrit des livres, donc je ne sais pas si c'est d'un point de vue, si vous vouliez dénoncer les violences sexuelles dans ces ouvrages ou pas. C'était quoi le début de la phrase? J'ai vu que vous avez écrit des livres, Oui. Je pense que c'est de vous. Oui. Et Oui. je voulais savoir si dans ces livres vous dénoncez les violences sexuelles. Absolument, oui. D'accord. Bon, du coup, et donc contrairement à ça, il y a des ouvrages qui, au contraire, visent à légitimer les violences sexuelles. Je pense par exemple à Gabriel Matzneff, qui a écrit justement sur ces actes de pédocriminalité. Et donc justement, le fait de publier ce genre d'ouvrage, ça sert un petit peu à normaliser ces violences. Et je voulais savoir si vous pensez que écrire et donc de dénoncer les violences, ça pouvait avoir de l'influence sur la société ou pas? Oui. Non, mais... mais ouais, ce qui est... Matzneff... Mais oui, Matzneff, oui, dans le... celle qui a écrit sur Matzneff, elle a écrit sur c'est le consentement, c'est ça? Et, enfin, je l'ai lu, mais je ne me souviens pas du titre, c'est le consentement. Et oui, mais à partir du moment où elle a sorti ce bouquin, donc oui, ça peut... surtout les témoignages des victimes sont super efficaces. À partir de ce bouquin-là, il a été complètement désocialisé. Voilà. Et donc, oui, alors le mien, j'en sais rien. Voilà. En fait, voilà, c'est celui que j'ai écrit, je le vends 5 €. Le contenu est le même que ce que je dis en conférence. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est vrai que... Mais ça, j'ai l'impression quand même que ça évolue. On ne peut pas publier aussi facilement une promotion de la pédocriminalité aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Mais... voilà. Après, moi, c'est ce qui me donne espoir, c'est qu'il y a une évolution. Voilà, il y a, comme Cohn-Bendit, il se vantait de faire l'amour avec des mineurs et que c'était la liberté de tout ça. Voilà, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'aime pas qu'on en parle et il n'y a plus personne qui va s'en vanter. Mais je dirais qu'il y a encore une zone floue où, voilà, et moi, je veux passer le pas de dire qu'entrer dans un corps, c'est grave de toute façon. Voilà. Il y a... Alors du coup, vous appuyez bien le fait de la frontière corporelle. Je voudrais savoir si c'est en fait un fait, est-ce que c'est reconnu par la communauté scientifique, ou est-ce que, comme c'est du psyché, ça reste assez complexe à reconnaître des milieux scientifiques, politiques, ou encore... est-ce que c'est acté en fait, cette frontière corporelle? C'est pas acté, non. Et c'est pas acté du tout, mais alors, soit je suis cinglé, soit je suis... quand on anticipe... Visionnaire? Ouais, visionnaire, c'est un peu... visionnaire, tiens, visionnaire. Et voilà. Mais voilà, mes recherches, je les ai commencées en 2003, et à partir du moment où j'ai entendu le mot « les choses » au Québec, et que tout s'est mis en place, et parce que ça m'a ouvert une grille de lecture du comportement humain, des relations entre les hommes et les femmes, et ça m'a permis de mettre des mots dans un... Ça organise la pensée, ce truc-là. Et même si c'est invisible, le but, c'est de montrer que c'est réel. Et ça commence ici. Les pasteurs, quand ils prétendaient qu'il y avait des êtres microscopiques qui pouvaient nous rendre malades ou nous faire mourir, on se moquait de lui. Alors voilà, je me compare à Pasteur, tata. Mais je veux dire, si je suis cinglé, on va se moquer de moi, mais si je dis la vérité, on va aussi me mépriser. Et c'est le temps qui dira si c'est vrai ou pas. Voilà. Et c'est aussi simplement... Je pense que c'est vrai parce que régulièrement, il y a des victimes qui me contactent et qui me disent que la frontière corporelle, ça leur a permis d'expliquer à leur entourage ce qu'elles avaient. Voilà. Et ça m'arrive assez régulièrement. Et en fait, avant ces personnes qui me contactaient, j'étais
j'avais quand même un petit doute. Mais là, je sais que ça organise aussi leur pensée. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous êtes inspiré de thèses ou déjà d'écrits, ou est-ce que c'est une naissance, votre propre construction du viol et de la pénétration qui a fait naître en vous des idées comme ça? Est-ce que vous avez été inspiré, ou est-ce que du coup, c'est une réflexion plus personnelle? J'ai été inspiré, oui. Mais je ne sais pas d'où ça m'est venu, en fait. Alors, bon, je vous le dis, hein, je suis croyant, donc je pense que c'est Dieu. Voilà. Mais ce mot, les choses, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Voilà. Et j'aurais jamais pu y penser. J'aurais peut-être pas dû dire ça non plus. Bon, bref. Je fais n'importe quoi. Mais oui, c'est une construction. Et même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Moipo. Le Moipo de Didier Anzieux. En fait, quand j'ai parlé de ça, je parlais de frontières corporelles, et puis on m'a dit, mais ça, c'est le Moipo. Et gros problème, parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc et de l'avoir construit. Et ben, y a quelqu'un qui est beaucoup plus important que moi, qui est reconnu, qui a déjà fait un bouquin. Mais le Moipo, en fait, je suis allé les voir, les spécialistes du Moipo, mais simplement, ils disent que oui, c'est une enveloppe, mais c'est une métaphore. Donc, eux, ils se limitent, parce que je leur ai dit, vous savez que le Moipo, ça pourrait servir à expliciter la gravité du viol. Et quand je leur dis ça, ils disent, non, mais c'est une métaphore. Voilà. Donc, ils restent simplement au contact au niveau de l'enfant. Et pour eux, ce n'est pas une construction. On est avec le Moipo. Alors que la frontière corporelle, ça se construit pendant l'enfance, on construit une porte pendant l'adolescence, et, voilà, ça nous permet de rentrer dans l'âge adulte. Mais je pense que voilà, c'est un truc où, parce qu'en fait, comme je suis chrétien, je fais aussi des études bibliques, et quand je vois qu'il parle de corps-temple, voilà, et je me dis, ça correspond. Donc, soit je l'avais déjà lu avant, ça m'a inspiré dans ce sens-là, et que là, pof, ça veut dire ça. Et après, quand on voit ce qui se passe en fait entre le féminin et le masculin, l'épisode de la chute, on ne le lit pas du tout pareil. Voilà. Et si vous voulez, c'est vrai que ça veut dire qu'en fait, l'épisode de la chute, s'il y a une problématique au niveau de la pénétration sexuelle, ça veut dire que Ève n'est pas pécheresse, ça veut dire qu'elle sait quelque chose que Adam ignore. Voilà. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'Ève, ce n'est pas la méchante, c'est celle qui sait et qui a expliqué un truc à Adam. Et ça qui nous a séparés en masculin et en féminin. Voilà, et qui a divisé nos identités. Et qui a généré une hiérarchie. Et qui fait qu'on n'est plus à égalité. Et voilà, si vous voulez, pour moi, la Bible, c'est un... Putain, mais il faut que j'arrête. Mais bon, c'est un peu un livre avec des vieux secrets. Voilà. Et des fois, je tombe sur ça, mais ils en parlent aussi. Voilà. Et puis alors, je parle à d'autres chrétiens, ils me disent, mais non, c'est n'importe quoi, tu délires. Voilà. Et donc oui, c'est une construction, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que je vais mourir avec cette conviction, et je vais passer mon existence à essayer de l'expliquer. Voilà, donc j'ai fait une thèse, j'ai fait un bouquin. Voilà, c'était d'avoir un bouquin comme ça, plus gros. Puis ensuite celui-là, puis là je fais des conférences gesticulées. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, il me reste ma vie à faire ça. Voilà. Merci encore pour vos gesticulations. Pardon ? Merci encore pour vos gesticulations. Ouais.